tous, chers amis, amis des Semaines sociales de France. Bienvenue à notre atelier sur le logement, le mal logement en France. On a l'intention d'être utile et, si possible, efficace ce matin. On est ensemble pour 4 heures, de 9 heures donc jusqu'à 13 heures. C'est la 94e session des Semaines sociales de France, la première qui se déroule en visioconférence, mais ce qui nous permet aussi d'avoir des personnes au-delà de nos frontières françaises qui sont avec nous en connexion ce matin. Donc cet atelier, vous avez choisi l'atelier mal logement, logement en France, vous avez bien fait, vous êtes les bienvenus. Notre objectif, c'est d'essayer d'être efficace pour voir comment on peut agir, pousser des propositions auprès des pouvoirs publics et nous-mêmes, comment on peut s'impliquer dans cette problématique. Je vous dirai en quelques mots tout de suite les grands enjeux du logement aujourd'hui en France, pourquoi ça va mal dans ce domaine. Peut-être vous dire d'abord que la matinée durant ces 4 heures va se diviser en 2 grandes séquences. Une première séquence en début de matinée avec 2 bons spécialistes que je vais vous présenter, où on va essayer de retenir 2 propositions fortes à faire valoir avec nos réseaux auprès des hommes politiques, des pouvoirs publics pour changer la loi, les textes, les décrets et essayer d'affronter donc ce problème récurrent du mal logement en France. Vous aurez donc un temps comme ça d'écoute des propositions de nos intervenants, puis ensuite un temps en atelier. Vous vous retrouverez un peu au hasard avec des personnes que vous ne connaissez pas, un groupe de 8 personnes pour échanger entre vous, partager vos expériences, vos regards sur les propositions formulées. Ce sera aussi l'occasion pour vous de rencontrer des gens peut-être de l'autre bout de la France, voire de l'étranger que vous ne connaissez pas. Et puis ensuite, on aura une pause. Vous aurez eu aussi un temps pour poser des questions à nos 2 intervenants, j'ai oublié de vous le dire, juste avant l'atelier. Donc, nos 2 intervenants, 10 minutes de questions pour vous, et puis réunion en petits groupes, puis une pause de 20 minutes vers 11 heures, et ensuite, deuxième séquence avec 2 autres intervenants. Il y en aura un qui sera le même que dans la première séquence. Là, ce sera comment je peux non plus m'adresser aux élus, aux pouvoirs politiques, aux autorités publiques, mais comment moi, je peux agir concrètement au plus près de chez moi, au coin de ma rue, dans ma commune, dans ma ville, pour améliorer la situation des mal logés en France. Donc là, propositions associatives, propositions personnelles. Toujours pareil, jeu de questions à la fin des 2 interventions de nos spécialistes qui feront des propositions, 10 minutes pour que vous leur posiez des questions, puis de nouveau retour en petits groupes de 8, ce sera le même groupe pour en débattre de nouveau de ces nouvelles propositions. Puis nous reviendrons en plénière et donc là vous aurez l'occasion de remplir des formulaires. Manon vous expliquera comment, des formulaires pour en quelque sorte donner vos réactions aux propositions qu'on a faites, les affiner à la lumière aussi des réflexions que vous aurez eues dans vos petits groupes. Voilà. Encore une fois, bienvenue parmi nous pour ces 4 heures qu'on espère utiles pour vous donner aussi envie de vous engager concrètement peut-être sur cette problématique du mal logement. Manon, à côté de moi, va vous donner quelques considérations techniques sur comment ça va se passer. Et très vite ensuite, je vais donner la parole à nos 2 spécialistes pour qu'ils défendent les propositions auxquelles ils croient auprès de vous. Merci. Bonjour. Je suis Manon et aujourd'hui, je vais vous accompagner pendant l'atelier sur la partie technique. Alors, je vais vous prier de vérifier que votre micro et votre caméra sont éteints dans la barre en bas à gauche de votre écran. Et vous pouvez voir les intervenants en allant dans « Affichage » et de choisir « Intervenant ». Donc, affichage, c'est en haut à droite, généralement. Et vous choisissez intervenant, comme ça, c'est la personne qui parle qui sera affichée en écran pour vous. Si vous avez des questions autant sur la partie technique que sur le contenu des interventions, vous pouvez les poser dans le chat de l'atelier. Donc, le chat que vous pourrez retrouver en cliquant sur l'icône « Converser » ou « Discussion » en bas de votre écran. Pour envoyer un message, il vous suffira de l'écrire et ensuite d'appuyer sur la touche « Entrée » de votre clavier. Attention, parce que vos questions, elles, ou vos remarques seront vues par tous dans le chat.
pendant les présentations des intervenants, si le son se coupe, il ne faut pas hésiter à se déconnecter et à se reconnecter. Vous serez admis automatiquement. Et si ça bloque toujours, vous pouvez aussi nous rejoindre par téléphone. Je vais copier maintenant dans le chat le numéro de téléphone. Voilà, vous devez voir dans discussion une petite bulle apparaître. Et il y a le numéro de téléphone et aussi le lien pour nous rejoindre sur l'atelier logement. Et donc, il faudra appeler au téléphone et vous nous rejoindrez sur la conversation Zoom et vous pourrez aussi être dans les sous-groupes, les débats et tous les ateliers. Et sachez que quoi qu'il arrive, l'atelier est enregistré. Donc, vous pouvez retrouver toutes les interventions par la suite si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite un bon atelier. Merci Manon. Voilà, on espère que toutes ces petites explications techniques sont claires pour chacun d'entre vous. Donc, avant de donner la parole à nos deux experts avec leurs deux propositions respectives, je vous fais un tout petit tableau très rapide, très sommaire évidemment, du problème du mal logement en France. Certains d'entre vous connaissent déjà ce problème, peut-être que certains viennent pour s'informer et ne le connaissent pas. Je vous donne deux chiffres chocs d'emblée, peut-être un peu caricaturaux, mais qui mettent quand même les idées en place. Il y a en France, considère-t-on, 3 millions de personnes qui sont mal logées, 3 millions, et en même temps, on estime qu'on a également 3 millions d'appartements ou de logements vacants en France. Voyez. Donc, c'est quand même deux chiffres très choquants. On se rend bien compte que la vacance ne se trouve pas toujours forcément là où sont les besoins, mais en tout cas, la confrontation de ces deux chiffres, le même chiffre pour le nombre de mal logés et le nombre de logements vacants, nous donne évidemment beaucoup à penser. Donc, il y a trop de personnes en France, vous le savez, qui n'arrivent pas à trouver un toit. Il y a trop de familles qui, si elles ont un toit, n'ont qu'un toit précaire, un logement insalubre, dans lequel on est trop nombreux, dans des conditions donc, de logement parfois indécentes. Vous savez aussi, on en parle suffisamment dans les médias, que les logements les plus insalubres et aussi les plus populaires et les logements sociaux pour les populations les plus précaires se trouvent très souvent relégués dans les mêmes quartiers. Nous avons une France de plus en plus clivée de ce point de vue, avec des quartiers très populaires, très pauvres et des quartiers de classe moyenne et de classe supérieure. Donc une grande concentration des personnes mal logées dans les mêmes quartiers, ce qui n'est pas bon non plus du tout. Ça n'est pas bon pour la société pour plusieurs raisons. Ça n'est pas bon pour nous, chrétiens et croyants, bien entendu, au nom de la bienveillance que nous devons à l'égard de nos frères, qui sont des personnes humaines qui ont droit à la dignité, mais ça n'est pas bon pour la société non plus. Tous nos experts nous disent qu'une société trop clivée, dans laquelle les pauvres et les riches ne parlent pas, ne communiquent pas, c'est une société qui ne fonctionne pas bien. On le voit par exemple avec les émeutes urbaines aux États-Unis ces temps-ci, mais la France n'a pas de leçon à donner. Une bonne société, c'est une société dans laquelle toutes les classes sociales ont des ponts entre elles. C'est là qu'elle est la plus efficace, même du point de vue économique, et la plus apaisée du point de vue social. Voilà. Donc ça, c'est aussi une considération importante. Vous savez aussi, je vais en rester là, mais que la problématique du logement se pose surtout dans les grandes villes, dans nos métropoles, d'abord en région parisienne, évidemment. C'est pour ça que nos experts viennent d'ailleurs de l'Île-de-France, d'abord dans la région parisienne, c'est là que les problèmes sont les plus graves, mais également dans nos grandes métropoles régionales, même s'il y a aussi des problèmes dans les petites villes et les secteurs ruraux, mais c'est vraiment les métropoles qui constituent ce qu'on appelle les zones tendues, dans lesquelles la tension est très forte. Voilà rapidement pour le constat chiffré. Autre considération, je me suis penché sur la problématique du logement ces dernières semaines. J'étais journaliste à La Croix il y a quelques années. Je m'étais occupé de ce problème il y a 20 ou 30 ans. Je suis surpris de voir à quel point on a multiplié les lois depuis 20 ou 30 ans. La loi Allure, la loi SRU, la loi Moll, enfin énormément de lois. On a empilé énormément de textes. On a fait énormément de rapports, énormément d'études. Et on se rend compte que ce problème
finalement, est très compliqué. À chaque fois qu'il y a une nouvelle loi, il y a aussi des effets pervers. La loi ne peut pas répondre à tout. On connaît donc très bien cette situation du mal logement en France, même si elle est très compliquée. Et précisément, j'en reste là, je termine là-dessus, on voudrait vous convaincre que si on a déjà fait énormément de choses, d'études, de lois, la tentation pour certains, c'est de dire on a tout essayé, c'est comme pour le chômage, c'est trop compliqué, on n'y arrive pas, il faut baisser les bras. Notre conviction à nous, aux semaines sociales, c'est le contraire. Nous pensons que nous devons affiner nos dispositifs, mobiliser nos énergies et qu'il est possible encore aujourd'hui, dans cette réalité complexe, quadrillée par énormément de textes et d'études, qu'il est possible d'agir et d'être efficace. Donc voilà pourquoi vous êtes là parmi nous ce matin et donc nous allons essayer de vous donner des idées pour essayer effectivement à votre niveau d'agir. Et on va commencer peut-être tout de suite par nos deux premiers intervenants qui vont donc nous dire, qui connaissent d'abord très bien le problème du mal logement en France et qui vont nous dire pourquoi ils ont choisi parmi 20 ou 30 possibilités deux propositions qu'ils veulent faire avancer auprès des pouvoirs publics et que nous, aux semaines sociales, avec nos réseaux, nos contacts auprès des élus, de l'administration, on essaiera, après débat avec vous, et si vous l'approuvez, qu'on essaiera donc de pousser auprès de ceux qui nous gouvernent pour que ces propositions puissent, d'une manière ou d'une autre, se concrétiser. Donc, je vais d'abord laisser la parole à Éric Constantin, qui va apparaître à votre image, dont j'ai lu un rapport publié l'année dernière sur le problème du mal logement en Île-de-France, vraiment un document, une somme très intéressante qui m'a beaucoup éclairé pour préparer cet atelier. Donc, Éric Constantin est directeur de l'agence Île-de-France de la Fondation Abbé Pierre, et peut-être juste après, on interviendra notre second intervenant, mais Éric, peut-être vous pouvez d'ores et déjà expliciter la première proposition que vous voulez défendre auprès de nos semainiers et que je résume en quelques mots. Il faudrait augmenter la construction de logements familiaux qui soient authentiquement sociaux. Peut-être que le mot important, c'est authentiquement sociaux. Il y a logements sociaux et logements authentiquement sociaux, très sociaux, augmenter la construction de logements familiaux qui soient authentiquement sociaux. Monsieur Constantin, merci de nous expliquer ce qu'il y a derrière ces mots et pourquoi ça vous paraît une priorité. Donc pendant 5 minutes, si vous le voulez bien, merci. Oui, merci à vous. Merci, bonjour tout le monde. Donc, j'irai très rapidement sur ce sujet puisque je vais essayer de tenir en 5 minutes pour vous expliquer pourquoi à la Fondation Abbé Pierre, on tient particulièrement à cette proposition qui est de produire du logement social et du logement très social. Selon nous, pourquoi on tient à cette proposition ? Parce que toutes les autres, et vous l'avez rappelé, on a dans nos rapports au niveau national ou au niveau régional, on peut avoir 15, 20, 30 propositions qui nous semblent importantes à tenir pour résoudre la situation du mal logement ou en tout cas inverser la tendance. Mais toutes ces propositions, pour nous, ne trouveront une issue favorable que si la première des propositions est mise en œuvre, c'est-à-dire produire du logement social. Alors, le logement social, il souffre quand même parfois d'une mauvaise image. Aujourd'hui, le logement social, ce sont des logements, des immeubles, la plupart du temps très bien intégrés dans le milieu urbain ou semi-urbain. Donc, il n'y a pas de difficulté aujourd'hui à produire du logement social de bonne qualité. Il y a une difficulté à simplement produire ce logement. On l'a rappelé, il y a quand même une loi sur laquelle d'ailleurs l'abbé Pierre était intervenu peu avant sa disparition à l'Assemblée nationale pour maintenir la loi SRU, Solidarité Renouvellement Urbain, qui prévoit que toutes les communes, en fonction d'un nombre d'habitants, mais en gros que les communes arrivent en 2025, donc 2025 c'est bientôt, hein, c'est dans 5 ans, arrivent en 2025 à 25% au moins de logements sociaux parmi les résidences principales. Ce chiffre, ce taux est important, cette loi est importante, elle produit des effets. En Île-de-France, il faut savoir que sur ces dernières années, la production de logements sociaux, 60% de cette production se fait dans les communes qui sont soumises à la loi SRU et à ce fameux article 55, donc, qui dit qu'il faut avoir 25%. Donc, la loi marche,
on parle beaucoup effectivement des effets multiplicateurs des lois et on a du mal à suivre. Mais en tout cas, cette loi SRU a permis de produire des logements là où il en manquait. Monsieur Lepriol l'a rappelé, puisque le logement social, il est inégalement réparti en Île-de-France. Vous avez des communes qui ont 70-80% et puis vous avez des communes qui n'en ont pas. Donc, il faut aujourd'hui continuer. Donc, la première interrogation, c'est aussi interroger nos politiques sur après 2025. Est-ce qu'ils vont soutenir d'une manière ou d'une autre une prolongation peut-être de cette obligation pour les communes, puisque malheureusement, je pense qu'en 2025, beaucoup de communes n'auront pas atteint cet objectif. Il y a eu un universitaire qui a fait une étude intéressante sur les Yvelines et qui dit qu'au rythme actuel, donc il y a 70 communes à peu près qui sont soumises à la loi SRU, que 3 devraient avoir atteint leur objectif en 2025 et 36 en 2050. Donc, ça veut dire à peine la moitié des communes, si on suit la production actuelle, auraient atteint l'objectif de 2025 en 2050. Donc là, il y a un petit souci sur accélérer la production de logements sociaux. Au sein de ces logements sociaux, vous avez différents types de logements sociaux, malheureusement, et qui dépendent du financement. En gros, plus un bailleur ou un promoteur qui va produire du logement va bénéficier de subventions publiques, moins les loyers seront chers et on va avoir plusieurs types de logements sociaux au sein de ce parc logement social avec des différences de loyers. Vous avez ce qu'on appelle les logements très sociaux, les logements les moins chers qui sont financés avec des prêts qu'on appelle PLAI et qui vont permettre de sortir des opérations à 5 ou 6 euros le mètre carré. Vous allez avoir ensuite des logements qu'on va avoir avec d'autres types de prêts qu'on appelle les plus, qui vont sortir autour de 6-7 euros le mètre carré, donc encore moins, pas trop cher. Et puis, vous avez la dernière catégorie de logements sociaux qu'on appelle les PLS, et eux qui vont sortir à des prix autour de 10 euros le mètre carré. Pour certaines zones en France, 10 euros le mètre carré, ça correspond pratiquement au prix du marché. Sur les zones tendues, par exemple l'Île-de-France, il faut se rappeler qu'aujourd'hui, on est plutôt à 25-30 euros le mètre carré dans le parc privé. Donc, vous voyez qu'il y a un intérêt naturellement pour des familles qui ont peu de moyens de demander un logement HLM, parce qu'entre payer 30 euros le mètre carré pour un studio ou payer 5 euros le mètre carré, le calcul est vite fait. Donc, on a cette demande assez forte sur le logement social. En Île-de-France, c'est plus de 700 000 demandeurs de logement social pour l'année dernière, 2019, 70 000 attributions. Donc, vous voyez, une demande sur 10 a abouti à l'entrée dans un logement. Donc, il faut continuer puisqu'on n'est pas aux 25% globalement sur l'Île-de-France, on est autour de 22, 23, 24%. Donc là, il y a encore sur certaines communes un effort à faire et je vous en ai parlé. Donc, il faut regarder, nous, on milite pour que les maires continuent à produire du logement quand elles sont dans des communes déficitaires, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, puisque même si les communes dépassent 25% de logements sociaux, il y a toujours un besoin aujourd'hui de produire du logement social et on est aussi favorable naturellement à continuer à produire dans les communes qui dépassent cet objectif. Après, il faut regarder qu'est-ce qu'on produit. Et ça, c'est aussi un peu technique, mais quand même, quand on regarde de près ce qu'on peut produire, donc vous avez des communes qui vont plutôt privilégier ce qu'on appelait les logements PLS, donc le haut du panier à des prix parfois trop élevé pour la majorité des demandeurs. Donc, nous, ce qu'on veut, et c'est ce qu'on a mis dans ce titre, les logements authentiquement sociaux ou très sociaux, c'est-à-dire les logements, ce que je vous disais, PLAI, qui vont sortir à 5 ou 6 euros le mètre carré. Et ça, on voit qu'on n'en produit pas suffisamment. Et quand on en produit aussi, la petite astuce pour certains maires, c'est de plutôt privilégier des structures collectives, notamment, alors il en faut par exemple des foyers pour étudiants qui sont financés sous PLAI, mais dans les chiffres, dans le tableau qu'ils vont nous remettre, ils vont dire on a fait tant de logements sociaux PLAI, puisque la Fondation réclame du logement PLAI, mais en fait derrière, ce ne sont pas des logements pour des familles, ce sont des logements, alors pour des étudiants, certes, il en faut, mais parfois des maires abusent et vont plutôt produire des structures pour éviter d'avoir du logement pour les familles. Donc là, il faut regarder de près ce qu'ils produisent. Et puis on voit, alors je ne sais pas si j'ai encore une minute pour la conclusion, et on voit ces dernières années arriver un nouveau produit qui nous inquiète, qui n'est pas du logement social, qui est du logement intermédiaire. Le logement intermédiaire, c'est le logement entre le logement social et le logement privé, théoriquement qui doit être en dessous du prix du marché. Et vous avez aujourd'hui, alors certes une demande, puisque on sait les prix délirants dans les zones tendues du parc privé, donc pourquoi pas avoir un logement dit intermédiaire. Mais là aussi, vous avez un effet d'aubaine sur certaines communes
avec une production délirante de ce type de logement intermédiaire. Et en fait, on oublie, encore une fois, les familles les plus précaires et les plus demandeuses de logement, et on va passer à côté effectivement de cette demande. Un chiffre sur l'ensemble des demandeurs aujourd'hui de logement HLM, plus de 70% prétendent à un logement, ce que je vous ai dit, PLAI, donc le moins cher, 70%. Quand on regarde les mises en service des logements PLAI, on est plutôt autour de 10-12%. Donc on voit qu'on produit certes des logements, mais on ne produit pas pour les demandeurs. Donc là, on a un problème, ce qui veut dire qu'in fine, les familles les plus pauvres, on va quand même leur attribuer des logements, alors ceux qui sortent en PLAI, et puis on va les mettre sur des logements un petit peu plus chers, donc ça va être ric-rac au niveau du paiement du loyer, et au premier accident de la vie, la famille va se retrouver en difficulté de paiement. Donc voilà, si en tout cas, cette première proposition, pour que toutes les autres propositions, c'est de faire en sorte que nos communes respectent la loi SRU, qu'après 2025, on continue à produire et à avoir aussi une loi qui dit qu'il faut vraiment atteindre cette production de 25% de logements sociaux, et pourquoi pas sur certains territoires comme l'Île-de-France, revenir rehausser cette obligation, puisque là, je vous le rappelle, ce n'est pas une loi, mais sur l'Île-de-France, il existe un schéma départemental régional d'Île-de-France, ce qu'on appelle le SDRIF, et ce SDRIF qui a été voté par l'État, par la région, par les différents… On va peut-être conclure, monsieur Constantin, si vous voulez. Ce SDRIF prévoit qu'en 2030, nous ayons 30% de logements sociaux en Île-de-France parmi les résidences principales. Donc, vous avez la loi SRU et puis localement, vous avez des schémas qui peuvent aller au-delà, mais qui ne sont pas contraignants. Donc, on compte sur vous pour faire en sorte qu'on aboutisse en 2025 et en 2030 à réellement une forte production de logements sociaux. Merci. Merci, monsieur Constantin. Très, très intéressant, très stimulant. On va peut-être faire, monsieur Constantin va venir tout à l'heure pour sa deuxième proposition, mais je vais laisser la parole maintenant à notre deuxième intervenant, qui est Pierre Maréchal, qui va apparaître à l'image, qui lui est aussi en Île-de-France, qui a été engagé très fortement chez Habitat et Humanisme, mais qui est plutôt donc aujourd'hui le secrétaire général de l'Observatoire Précarité Mal Logement des Hauts-de-Seine, l'Observatoire Précarité Mal Logement des Hauts-de-Seine. Alors, la proposition que M. Maréchal veut pousser part du constat de l'importance des nuitées hôtelières. Vous avez tous entendu parler du fait qu'on doit loger dans des situations d'urgence des personnes non logées ou très mal logées dans des hôtels, ce qui coûte extrêmement cher à l'État. Parfois, ce sont des solutions qui durent. Donc, ces solutions tout à fait provisoires et exceptionnelles, parfois se pérennisent. Et donc, évidemment, il y a là un objet de révolte et puis peut-être aussi un sujet à réforme nécessaire. Et c'est donc pourquoi M. Maréchal, pour lutter contre cette pérennisation des nuitées hôtelières si coûteuses, propose d'imposer par les textes la création de plus de places d'hébergement susceptibles donc de tarir ces nuitées hôtelières. Donc, Monsieur Maréchal, vous avez également 5 minutes, pas plus, pour expliquer en quoi cette proposition est pertinente et vous paraît, à vous, la priorité. Bonjour à tous. Juste un petit mot pour vous dire donc ce qu'a rappelé M. Le Priol. Donc, je suis un des animateurs de l'Observatoire de la précarité du mal logement, dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Cet observatoire vise à donner pour toutes… Alors, c'est un observatoire qui est un observatoire sur les Hauts-de-Seine. Donc, les Hauts-de-Seine est un des départements de la région Île-de-France. Cet observatoire vise à rassembler, pour chaque commune du département, il y a 36 communes, à rassembler des informations, de les collecter des données pour donner pour chaque commune des informations concernant la pauvreté, la précarité et le mal logement. Et en particulier, et aussi sur les politiques qui sont mises en œuvre pour apporter des solutions. Donc, on a un site internet qui permet de découvrir toutes ces informations. Alors, concernant la proposition que je mets sur la table, la question est la suivante. Il y a aujourd'hui, il y avait déjà en 2016, sur la région Île-de-France, 40 000 nuitées d'hébergement, d'hôtels, 40 000 nuitées chaque jour utilisées, mises en œuvre. En 2019, il y a toujours 40 000 nuitées, toujours à peu près le même nombre, malgré un effort important de l'État pour réduire ces nuitées hôtelières.
Alors, la question est que aujourd'hui, on a des demandes de logements sociaux qui sont extrêmement importantes, qui augmentent d'année en année. Et en phase, depuis 2016, on observe une diminution du nombre d'attributions de logements sociaux pour différentes raisons. Entre-temps, il y a un grand nombre de gens qui n'ont pas de solution de logement, alors pour différentes raisons. Il y en a qui sont à la rue, carrément. Donc, quand ils sont à la rue, ils sont mis à l'abri. Normalement, la première mise à l'abri, c'est à l'hôtel ou dans des centres d'hébergement d'urgence, mais il n'y a pas cette place, c'est encombré. Donc, on sait que dans la région Île-de-France, il y a un grand nombre de gens qui ne trouvent pas de solution. Le 115 ne répond pas. Et puis, on a développé un grand nombre de places d'hébergement. Les places d'hébergement recouvrent une grande variété de situations, depuis les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les pensions de famille, les résidences sociales, en particulier les foyers de jeunes travailleurs. Et puis, il y a également l'intermédiation locative. L'intermédiation locative, le principe est le suivant: un propriétaire privé loue à une association son logement à un prix inférieur au marché, et cette association loge d'une manière temporaire une famille en difficulté. Voilà le principe. Et il y a différentes formules, et en particulier à la formule Solibail. C'est un point sur lequel je reviendrai dans ma deuxième proposition. Alors, il y avait en 2016 125 000 places d'hébergement, qui ne sont pas l'hôtel, ce sont les autres formules dont j'ai parlé. Et il y a en 2019 165 000 places d'hébergement. Donc l'État a construit, a développé en gros 10 000 places d'hébergement en plus chaque année. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours autant de places d'hôtel. Voilà, donc on a un problème. Et d'autre part, la possibilité aux gens qui sont dans ces places d'hébergement d'accéder à un logement social, puisqu'ils sont tous demandeurs d'un logement social, c'est des gens qui ont des faibles revenus, tous demandent un logement social. Et pour vous donner un chiffre, l'année dernière, il n'y en a eu que 7 000 ménages, donc ça correspond à peu près à 15 000 places d'hébergement. Il y a 7 000 ménages qui ont pu accéder au logement social. Vous voyez, il y a une espèce de goulot d'étranglement. Donc, si on veut diminuer les places d'hôtel, il faut, en partie, c'est une des solutions. Évidemment, Éric Constantin a dit qu'il faut construire davantage de logements sociaux, continuer à les construire. Sur la région Île-de-France, il y a un objectif de 32 000 logements sociaux construits chaque année. En réalité, on n'y arrive quasiment jamais. Et puis, il a expliqué également qu'il y avait un certain nombre de communes qui ne remplissaient pas leurs objectifs pour atteindre les 25% de logements sociaux. Donc, on est devant une grande difficulté. Donc, la proposition est qu'il faudrait développer davantage de places d'hébergement, selon différentes formes, dans les communes. Or, alors on constate qu'effectivement, l'État a réussi à construire 10 000 par an, mais visiblement, cet objectif n'est pas suffisant. Alors, là, il existe un article de loi qui avait été voté en 2009 dans la loi Moll, qui dit, alors je résume un tout petit peu, mais en gros, pour les grandes agglomérations, il faut qu'il y ait une place d'hébergement pour 1000 habitants. Voilà, c'est la loi. Or, aujourd'hui, pratiquement, en particulier dans la métropole du Grand Paris, toutes les communes dépassent cet objectif. Donc, ça veut dire que c'est une loi aujourd'hui qui n'a pas d'effet. Donc, la proposition, j'ai procédé à un certain nombre de calculs, la proposition est de monter cette obligation à 14 places d'hébergement pour 1000 habitants. Évidemment, avec cette proposition, en gros, on arriverait à absorber l'équivalent des 40 000 places d'hôtels qui sont actuellement utilisées. Il faudrait, alors il y a déjà cette première idée, parce que si on monte à l'obligation à 14 places par 1000 habitants, en gros, les 2/3 des communes de la métropole du Grand Paris, la métropole du Grand Paris recouvre Paris, plus les 3 départements qui sont autour, donc le Val-de-Marne, les Yvelines et la Seine-Saint-Denis. Les 2/3 des communes seraient impactées. Elles devraient faciliter le développement de structures pour ces hébergements. Alors, ces hébergements, vous voyez, une grande variété de solutions.
Voilà, 2/3 des communes seraient impactées. Il faudrait également, il ne suffirait pas de voter une loi parce que la loi SRU, vous voyez, existe depuis 2000 et il y a toujours des communes qui n'arrivent pas à remplir leurs obligations. Donc, il faudrait ajouter à ce seuil deux choses. D'abord, des obligations triennales de mise en œuvre, c'est-à-dire un objectif. Mettons qu'on se donne 5 ans ou 6 ans pour atteindre cet objectif. Il faudrait qu'il y ait des obligations et également des sanctions pour les communes qui ne remplissent pas ces obligations. Voilà la première proposition que je fais. Merci, monsieur Maréchal, pour cette proposition. Donc, vous allez dire, on parle beaucoup de la région parisienne. C'est vrai qu'on a choisi d'avoir des intervenants d'Île-de-France parce que c'est vraiment là que la situation est la plus caricaturale, je dirais, la plus dramatique. Mais si vous nous appelez de province, vous savez que le problème du mal logement se pose aussi chez vous. Donc, sachez bien que lorsqu'on appuie l'analyse sur la situation la plus inquiétante, on parle aussi de ce qui se passe chez vous de façon un peu moins intense, mais malgré tout de façon très réelle et très préoccupante. Voilà. Alors, on va redonner, si vous voulez, la parole à M. Constantin tout de suite, qui avait une autre proposition à nous formuler. Il estime qu'il y a beaucoup de lieux où les gens mal logés peuvent être informés. On ne manque pas d'endroits, il va peut-être nous dire lesquels, dans lesquels on peut accéder à de l'information. Mais le problème qu'il y a, me disait-il, c'est que beaucoup de familles dans des conditions précaires, un peu désocialisées, l'information ne leur suffit pas. Il faut aussi qu'elle soit accompagnée. Et c'est peut-être l'accompagnement qui manque le plus. Comment faire en sorte pour qu'on passe de lieu de formation à lieu d'accompagnement? Donc, M. Constantin va en parler. On avait formulé ensemble la proposition avec ces quelques mots, vous l'avez à l'écran: développer des lieux d'accueil pour accompagner chaque personne mal logée dans son parcours vers l'obtention d'un toit. Développer des lieux d'accueil, donc au-delà des simples lieux d'information. Donc, Monsieur Constantin, 5 minutes sur ce sujet. Et c'est une proposition pour le coup qui est nationale. Je vais parler à l'échelle régionale, mais tout le monde peut s'y retrouver. Oui, on a un souci dans l'accès au droit et à l'information pour les personnes mal logées. Vous avez sur tous les départements au niveau national des agences départementales information logement, ce qu'on appelle les ADIL, qui font un énorme boulot, qui reçoivent qui peuvent recevoir, qui font de l'information par téléphone. Vous avez des points d'accès au droit, vous avez des maisons de justice et du droit. Donc, vous avez ces lieux comme ça sur le territoire national qui vont permettre de recevoir des personnes qui vont se retrouver en situation de mal logement et qui vont avoir une information sur comment faire quand on habite un taudis, qu'est-ce qu'il faut demander à son propriétaire, qu'est-ce que je fais quand je suis assigné au tribunal, qu'est-ce que je fais quand je veux faire valoir mon droit au logement. Donc, on va avoir cette information. Le souci, c'est que ces informations, ça reste un caractère informatif. Donc, la personne, quand elle va repartir, elle va devoir se saisir de l'information qu'on lui a donnée. Et puis, si elle revient pour une nouvelle demande ou pour poursuivre, il n'y a pas de traces dans les ADIL, ne gardent pas de dossier. Et donc, on va repartir à zéro et parfois avec un nouvel interlocuteur en face. Donc, on travaille naturellement avec toutes ces ADIL, mais on travaille aussi au niveau national et au niveau régional avec d'autres associations qui font ce qu'on appelle de l'accompagnement au droit lié à l'habitat. C'est quoi cet accompagnement au droit à l'habitat? C'est partir de la personne qui est mal logée et qui a des droits pour faire valoir son droit au logement et donc on va travailler avec elle, avec des réseaux de juristes, d'avocats, de bénévoles dans les associations pour faire que le droit s'applique à la personne et qu'on sorte de sa situation de mal logement. Je vous donne quelques exemples, puisque à la Fondation, on a un lieu qui s'appelle l'Espace Solidarité Habitat, qui a maintenant, ça fait 20 ans qu'on a ouvert dans le 20e arrondissement. On va recevoir à peu près tous les jours ces 8 rendez-vous qui sont donnés, où vous allez avoir un juriste et un bénévole de la société civile qui va recevoir ces personnes, et on va prendre la personne avec le problème qu'elle nous présente, quel que soit vous allez avoir des personnes qui sont en impayé de loyer ou d'autres qui vont recevoir le courrier de la préfecture, du commissariat pour remettre les clés. Donc, on va recevoir ces personnes et vis-à-vis de on va leur expliquer, on va mettre en place une stratégie juridique. Cette stratégie juridique, elle est discutée, elle est validée par la personne et puis on va l'accompagner, on va jusqu'à
on espère, une situation favorable qui va la sortir de son problème de mal logement. Ce qui veut dire qu'on peut accompagner la personne avec des juristes, avec des avocats au tribunal et obtenir des échéanciers devant les juges pour pas que la personne soit en difficulté ou avec une décision d'expulsion. Et ça, on a de très bons résultats puisque avec cet accompagnement, on a aujourd'hui 70% des personnes qu'on va recevoir qui peuvent se maintenir avec une décision favorable du juge avec un échéancier dans leur logement, alors que la moyenne parisienne est plutôt autour de 40% de décisions favorables. Donc, on a là un résultat positif. On a aussi sur d'autres, par exemple, on parle beaucoup des taudis, des logements insalubres, et peut-être que vous avez vu dans la presse cette semaine relayer ce fameux jugement, enfin, cette fameuse assignation qu'on a portée, on est partie civile à la Fondation Abbé Pierre avec les occupants d'un marchand de sommeil qui a loué des taudis sur Paris, et donc on va accompagner les occupants à faire valoir leurs droits devant le juge avec des condamnations. Alors là, c'est extrême, des condamnations pénales, mais on peut aussi être sur plutôt des décisions du juge pour faire obliger les propriétaires à faire des travaux, des choses comme ça, rembourser des loyers quand les loyers ne sont pas dus. On a aussi, cet accompagnement va permettre de contester peut-être que certains, si vous êtes en contact avec des personnes, vous avez des personnes, et j'en parlais avant, qui ont une proposition de logement social et puis le bailleur, in fine, refuse la candidature. Parfois, elle est justifiée, parfois, elle ne l'est pas. On va aussi se servir de ce droit pour accompagner la personne jusqu'au bout. Donc, vous voyez, vous avez différents droits qui sont ouverts. Aujourd'hui, ces droits ne sont pas appliqués ou difficilement, les personnes s'en saisissent difficilement. Donc, c'est pour ça qu'on pense que cet accompagnement au droit, il est important, il faut le multiplier. Alors, nous, on soutient des associations de professionnels, mais aussi de bénévoles. Et peut-être que là, parmi vous, vous êtes dans des associations qui vont recevoir des personnes, qui vont accompagner des personnes sur d'autres, plus sur l'administration, sur de l'alimentaire, ou qui vont recevoir des personnes qui vont leur dire moi, je suis en situation d'impayé, je suis assigné à mon tribunal, ou je suis dans un logement un peu pourri. Et peut-être que d'ouvrir la focale et de se dire là, il y a peut-être un problème de droit et que le droit peut être appliqué. Alors, renvoyer sur les ADIL, c'est bien, mais il faut aussi s'assurer que les personnes aient bien compris l'information et de l'accompagner jusqu'au bout. Donc, il y a sûrement des choses à faire avec vous, concrètement dans votre commune, dans votre département, dans des associations peut-être que vous êtes, dans lesquelles vous êtes déjà. Si parmi vous, il y a des juristes, n'hésitez pas effectivement aussi à développer cette compétence quand vous êtes impliqué dans des associations, parce qu'on pense que le droit aujourd'hui est un bon outil pour arriver à renverser la tendance sur le front du mal logement. Voilà. Merci, M. Constantin. Voilà. Donc maintenant, avant d'avoir un petit peu de temps pour les questions que vous pourriez poser, j'en vois d'ailleurs déjà de nombreux sur le chat que je pourrais relayer, on va retourner et donner la parole à M. Maréchal pour sa deuxième proposition, donc en tant que représentant de l'Observatoire Précarité Mal Logement des Hauts-de-Seine dont il a parlé tout de suite. On se rend compte qu'évidemment, vous le savez, le logement social ne peut pas suffire à lui tout seul pour régler le problème du mal logement en France. On ne peut pas compter que sur l'État pour régler ce problème. Il faut également que le parc privé soit mobilisé. Il est d'ailleurs déjà de fait, mais il faut peut-être encore le mobiliser plus. Et donc, M. Maréchal proposait dans ce domaine pour que le parc privé soit plus impliqué encore qu'il ne l'est dans l'accès au logement des personnes mal logées, peut-être de donner plus de pouvoir au préfet. Peut-être, est-ce que le mot de réquisition est le bon mot? Peut-être qu'il est un peu fort, il va nous parler de tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas des moyens pour que les préfets puissent en quelque sorte préempter des logements privés qui sont mis en location au prix du marché pour des personnes en situation plus précaire, en trouvant une forme de compensation financière à imaginer, bien évidemment, pour que le propriétaire ne soit quand même pas trop lésé. En tout cas, que peut-on faire pour donner au préfet, je reprends donc la formule de notre proposition, donner au préfet le droit de mobiliser des logements privés vides ou mis en location sur le marché libre. Donc, M. Maréchal nous parle de ça pendant 5 minutes. Merci. Alors, c'est une proposition qui est dans la suite de la première proposition, qui est donc d'accroître le nombre de places d'hébergement. La mobilisation du parc privé donc revient à loger des familles d'une manière temporaire
dans des logements familiaux normaux, dans le parc privé. Alors, au début, il a été indiqué qu'il y avait… Alors, quel est le potentiel un peu sur ce potentiel? La première chose, le fait, toujours quand on parle des questions de logement, on dit mais il y a plein de logements vacants. Et M. Le Priol a cité au début qu'il y avait 300 000 logements vacants en France. Il faisait 3 millions de logements vacants en France et 3 millions de mal logés. La réalité est beaucoup plus complexe que cela, parce que ceux qui ont attaqué ce problème-là se sont aperçus qu'il y avait en réalité de mobilisables environ 2 ou 3% uniquement de l'ensemble des logements vacants, parce qu'il y a derrière cette vacance souvent des situations très complexes. Néanmoins, il y a un travail qui a été fait par la direction, par la DRID, c'est-à-dire la direction de l'hébergement et du logement sur la région Île-de-France. Ils ont fait un travail très approfondi et ils ont estimé qu'il y avait un potentiel de 41 000 logements vacants depuis au moins 2 ans qui étaient mobilisables selon différentes formules d'intermédiation locative. Donc ce travail a été fait. Il y a eu même un décret pour faciliter un certain nombre de choses qui a été publié par le dernier ministre du Logement. Voilà, donc il existe également un grand regroupement de villes qui travaillent sur cette question-là. Voilà, ça c'est un premier point. Donc il y a, disons, identification d'une certaine possibilité. Il y a aussi un autre chiffre que je voudrais vous signaler, qui est intéressant, c'est les logements qui sont non loués pour les ménages par des propriétaires qui se tournent vers Airbnb. On a pu évaluer sur les Hauts-de-Seine qu'il y avait 10 000 appartements, ce n'est pas des chambres, hein, il s'agit bien d'appartements. Il y avait sur les Hauts-de-Seine 10 000 appartements qui étaient mis en location dans le système Airbnb. Juste pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, les attributions de logements sociaux sur les Hauts-de-Seine, c'est 7 000. 7 000 familles accèdent au logement social sur les Hauts-de-Seine. Et en face, c'est un peu de la démagogie, mais quand même, il y a 10 000 appartements proposés par Airbnb. Bon, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des potentiels. Ceci dit, la question, c'est comment on mobilise tout ça. En ce qui concerne les logements vacants, c'est pas simple. C'est pas simple de les mobiliser. Il faut qu'il y ait une volonté politique et il faut qu'il y ait également un certain nombre de dispositifs qui soient mis en place pour les identifier, prendre contact avec les propriétaires, les retrouver, négocier avec eux. Il faut mettre dans le coup les communes, parce que si le maire soutient, ça se passera beaucoup mieux. Et ça, c'est pas simple. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment une volonté forte pour aller jusque-là. Alors, on a parlé de mobilisation, de donner au préfet un droit. C'est ce qu'avait retenu M. Le Priol. La réquisition est un terme qui fait peur. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, le rapport de force n'est peut-être pas le meilleur. Alors, il y a une réquisition qui est possible, c'est-à-dire que le préfet identifie des logements qui sont en location ou vacants et à ce moment-là, peut en quelque sorte mettre la main dessus. Après, il y a des dispositifs divers qui permettent aux propriétaires d'être, entre guillemets, indemnisés correctement. Moi, j'aurais tendance peut-être de nuancer un peu en réfléchissant et en disant qu'il faudrait rendre obligatoire une information donnée par à la fois le préfet et le maire chaque fois qu'il y a un logement qui est mis en location. C'est-à-dire qu'il y a un besoin d'informer les propriétaires bailleurs qu'il existe des dispositifs avantageux pour eux, parce qu'il y a aujourd'hui, il y a des avantages fiscaux qui sont mis en place, donc il y a des dispositifs avantageux pour eux, pour que leur logement soit loué d'une manière temporaire à des familles en difficulté. Donc, je propose plutôt qu'une réquisition qui, à mon avis, va être assez difficile à mettre politiquement en œuvre, par contre, qu'il y ait une information systématiquement des maires
et des préfets à tous les propriétaires qui mettent un logement en location, leur disant qu'il existe des dispositifs qui leur permettent de louer ce logement à des familles précaires ou des familles en difficulté dans des conditions avantageuses. Je rajoute que très souvent dans ces dispositifs, ces familles sont accompagnées de telle manière qu'il y a en quelque sorte une médiation entre la famille et leur environnement, soit dans l'immeuble, soit par rapport à la commune. Voilà, c'est cette proposition que je mets sur la table. Merci, Monsieur Maréchal. Alors, vous avez beaucoup de réactions hein, que je vois sur le chat et puis aussi des questions. Peut-être qu'on a environ on a un petit quart d'heure là maintenant pour que je relaie certaines de vos questions. Je ne pourrai pas les relayer toutes. Peut-être je vais poser une question à chacun de vous deux et chacun d'entre vous, selon sa compétence, s'empare de la question qu'il veut. Il y a des questions sur la vacance. Les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure en tout début d'entretien ont choqué, surpris certains. Comment se fait-il qu'il y a autant de logements vacants en ? Pourquoi ne peut-on pas les résorber plus facilement? Donc peut-être que M. Constantin pourrait répondre à cette question s'il a des choses à dire là-dessus. Et ensuite, ce pourrait être M. Maréchal sur une autre question. Plusieurs personnes nous disent aussi il y a un mot un peu tabou qui n'est jamais prononcé dans le problème du mal logement, c'est le groupe des personnes qui n'ont pas leurs droits complets. Donc, à savoir, très souvent, des étrangers en situation irrégulière. Et donc, il y a des personnes qui disent, est-ce qu'il n'y a pas un travail de clarification à faire là-dessus? Dans le problème du mal logement en France, quelle est peut-être la part de ces personnes qui n'ont pas, dans l'état où on parle, de droit de séjour en France? Est-ce que là, il n'y a pas aussi un moyen de lever éventuellement certains fantasmes? Donc peut-être Monsieur Maréchal, Monsieur Constantin d'abord tout de suite, si vous le voulez, en quelques mots, hein, très court, parce qu'on a d'autres questions derrière. La vacance, comment ça se fait que c'est si important? Comment faire pour résorber ça en quelque sorte? Alors, il y a quelque chose qui existe en France et qui est très important, qui s'appelle le droit à la propriété. Et donc déjà, par rapport à ce droit à la propriété, effectivement, on pourrait s'étonner qu'on ait autant de logements et qu'on ait du mal à les récupérer. Mais la propriété étant ce droit étant important, on peut effectivement, comme l'a rappelé Monsieur Maréchal, je crois, travailler sur la réquisition, sur les incitations, mais in fine, ça reste au propriétaire de décider si oui ou non il remettra son bien sur le marché. Et on voit aujourd'hui avec la crise sanitaire, et je lisais un peu les questions et comme ça je réponds à 2-3 questions en même temps, on voyait avec la crise sanitaire, notamment sur les zones où Airbnb par exemple était très présent, des propriétaires qui ont vu qu'ils ne pouvaient plus louer et donc ils ont remis ces logements, alors qu'ils n'étaient pas vacants mais qui étaient quand même vacants pendant une bonne période, ont remis ces logements sur le marché. Donc il y a des choses possibles et il y a dans vos propositions, je vois des personnes, des participants, on n'en a pas parlé, ce qui est effectivement la mobilisation du parc privé pour faire de l'intermédiation locative ou pour développer d'autres formes de logements à caractère social. J'invite chacun à aller sur le site aussi, par exemple, de la FAPIL, qui est une fédération avec qui la Fondation travaille beaucoup et qui donne des conseils aux propriétaires pour remettre en location leur logement avec des dispositifs, des financements publics, etc., un peu complexes, mais en tout cas, la FAPIL explique très bien. Et du coup, le logement, une fois qu'il a été en plus réhabilité, il a fait l'objet de travaux avec des financements publics, permet d'être attribué à des familles qui sont demandeurs de logement. Alors, le propriétaire, ce n'est pas lui qui va choisir la famille, c'est l'organisme qui passe par un tiers. Mais de fait, on a cette possibilité très intéressante, puisque je le voyais dans le commentaire, de développer l'intermédiation locative, notamment le mandat de gestion directe, c'est-à-dire que la famille qui rentre dans le logement ait quand même un bail et qu'elle ne soit pas simplement sous-locataire, mais qu'elle ait un bail et qu'elle paye effectivement à l'organisme tiers qui reverse l'argent ensuite au propriétaire. Voilà. Merci, Monsieur Constantin. Et puis donc, l'autre question alors à Monsieur Maréchal, si vous avez quelques données là-dessus, sur la part effectivement parmi les personnes en demande de logement ou qui sont mal logées, la part
d'étrangers ou surtout d'étrangers qui seraient chez nous éventuellement en n'ayant pas forcément tous leurs droits. Il y a certains fantasmes peut-être autour de ça. Est-ce que vous pouvez nous rendre compte de cette réalité? Merci. Alors, sur la question de rendre compte de la réalité, bien précisément, c'est celle qu'on ne connaît pas bien. C'est ce qu'on appelle en particulier les invisibles, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas comptés. Et comme ils ne sont pas comptés, eh bien, ils ne comptent pas, donc ils doivent se débrouiller. Alors, il existe quand même je vais dire un droit, enfin une valeur, on pourrait dire, c'est l'accueil inconditionnel. Donc, les centres d'hébergement d'urgence ou les centres d'hébergement respectent cette règle qui est le droit inconditionnel. On ne demande pas aux gens s'ils sont en situation régulière ou pas, on les accueille. Mais ceci dit, on met une priorité pour les familles monoparentales ou pour les familles. Les personnes seules, elles passent derrière et très souvent, elles doivent trouver d'autres solutions. Alors, les autres solutions, on ne les connaît pas bien, mais on les imagine aussi. C'est soit la rue carrément, soit c'est des bénévoles ou des personnes qui les accueillent chez elles. Je veux dire. Donc, il existe des réseaux. Ça s'appelle l'engagement militant aussi. Donc, on les accueille et ils les hébergent pendant un certain temps, sachant que au fil des années, ces personnes finissent par trouver une insertion et finissent par régulariser leur situation. Donc aujourd'hui, on a dans les hôtels des familles avec 1 ou 2 enfants qui ont une pièce, qui n'ont pas le droit de faire la cuisine, qui n'ont en principe pas le droit de travailler et qui survivent avec les enfants qui sont scolarisés et qui petit à petit arrivent à s'intégrer, mais c'est une situation qui est extrêmement difficile. Voilà. Donc aujourd'hui, évidemment, ils n'ont pas droit à un logement social, ils ne sont pas en situation régulière. Ils ont droit à un hébergement, pas toujours. Et puis, il y a également tous les réseaux de solidarité qui existent et qui peuvent les accueillir. Réseaux de solidarité, soit auprès, j'allais dire, des gens comme nous, soit aussi auprès des gens du même pays qui aussi peuvent parfois les accueillir provisoirement. Voilà. Donc, mais de toute façon, on n'en connaît pas le nombre, par définition, puisque ce sont des invisibles. Merci, Monsieur Maréchal. Parmi les interventions aussi, l'une de celles qui est tombée en tout premier tout à l'heure m'a frappé. Je vous ai fait part tout à l'heure de l'empilement des lois depuis une trentaine d'années, de la complexité du problème, de la multiplicité des études sur ce sujet. Il y a quelqu'un qui demandait est-ce qu'il n'est pas possible de simplifier tout ça? Est-ce qu'on n'est pas dans un système d'empilement excessivement complexe? Alors, je pose la question à celui de vous deux qui veut intervenir là-dessus. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de rendre plus simple, du point de vue législatif, administratif, gestionnaire, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de rendre plus simple cette réalité compliquée? Voilà. À qui veut prendre la parole de vous deux? Monsieur Constantin, allez-y, oui. On l'a vu récemment avec le sujet de l'habitat indigne, par exemple, où il y a un certain nombre de lois aujourd'hui qui se sont succédées et récemment, puisque c'est cette année, il y a eu une volonté de simplification des procédures parce qu'on nous disait les maires aujourd'hui s'y retrouvent pas, on sait plus ce qu'il faut actionner, péril, habitat indigne, c'est compliqué, c'est complexe. Là-dessus, j'allais dire, nous, il n'y a pas de… Tout ce qui peut faciliter la lutte contre le mal logement et les exclusions, on n'a pas de problème là-dessus. Mais on a bien vu qu'aujourd'hui, les lois, ce n'est pas simplement des lois. Derrière, chaque loi déclenche des droits pour les personnes, quelles qu'elles soient. Et puis, ces droits, il y a aussi la jurisprudence qui l'a fait vivre. Et on a été extrêmement vigilant avec cette simplification des procédures, notamment sur l'habitat indigne, à faire attention que sous couvert de simplification, on n'élimine pas d'un revers de main des droits pour notamment les personnes victimes de marchands de sommeil, des droits qu'on aurait acquis et qu'on aurait acquis par la jurisprudence. Et il y en a parfois, effectivement, il y a eu quelques surprises, on a réussi à faire remettre ces droits dans les simplifications. Donc, voilà, attention à vouloir effectivement simplifier sans mesurer déjà l'impact de toutes ces lois et ces procédures. Dire effectivement que c'est complexe, je veux bien le croire, mais il y a aujourd'hui beaucoup de techniciens, beaucoup
voilà, beaucoup de personnes qui sont très au fait et qui connaissent très bien. Et donc, il faut aussi d'abord évaluer ce qui est fait, qu'est-ce que ça apporte. Et si on simplifie, faire attention à ne pas simplifier comme ça d'un revers de main. Merci, Monsieur Constantin. J'ai aussi une autre question là, qui apparaît, peut-être pour Monsieur Maréchal, mais à moins que ce soit Monsieur Constantin qui veut répondre, celui qui a des choses à dire, autour du droit des propriétaires. Il y a une personne ou l'autre qui est intervenue en disant peut-être qu'il y a une expérience malheureuse derrière. Bon, moi-même, j'ai voulu éventuellement mettre un tel ou tel logement dont je disposais à disposition. J'ai eu affaire peut-être à un mauvais payeur ou à un locataire indélicat, alors que peut-être mon offre était tout à fait, peut-être même en dessous du marché. Hein, voilà. Est-ce que il vous semble de ce point de vue-là que l'équilibre aujourd'hui est le bon dans le droit entre les propriétaires et les locataires, y compris ceux de nos semainiers qui voudraient privilégier l'accueil de familles dans des conditions difficiles? Est-ce que vous pensez que l'état actuel du droit et des règlements est satisfaisant, qu'il y a un bon équilibre entre les droits des deux parties, ou est-ce que vous estimez, comme semble le penser cette personne, que le propriétaire est un peu la partie faible, en quelque sorte, dans cette coopération entre propriétaires et locataires? Monsieur Maréchal, vous voulez répondre à cette question? Alors, il faut être pratique. Alors évidemment, la question, c'est louer à des familles qui ont des ressources précaires. On va parler d'une manière générale parce que le sujet est trop complexe. Moi, je parle de ce que je connais. Bien entendu. Les formules qui sont mises en place, qui sont mises en œuvre, c'est des formules qui protègent le propriétaire. Je rappelle que dans les formules de type Solibail, c'est l'association qui verse le loyer au propriétaire. Il a une garantie de recevoir son loyer. Il a également une garantie de récupérer son logement en bon état. C'est quand même pas mal tout ça, je peux dire. Donc, voilà, il y a effectivement des questions de garantie et de rassurer les gens. C'est un premier point, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut que le propriétaire y retrouve, soit traité correctement. Voilà, donc ça c'est un premier point que je voulais évoquer, c'est-à-dire que quand même, bon, effectivement, il faut écouter les intérêts des propriétaires, mais également, il faut aussi trouver des solutions. Alors, il y a quand même un propriétaire qui est important, c'est les bailleurs sociaux. Je veux dire, les bailleurs sociaux sont des propriétaires. Bon, voilà, donc là-dessus, il y a des règles et ils traitent, je veux dire, voilà, ils apportent des solutions qui sont correctes. Alors, le problème, c'est les bailleurs privés. Bon, on est quand même parti, alors surtout dans la région, enfin dans un certain nombre de régions de France, dans une espèce de course à l'augmentation des loyers, à l'augmentation des rendements, etc. Est-ce que tout ça est raisonnable? C'est-à-dire, est-ce que le propriétaire a le droit d'avoir des rendements aussi élevés, voilà, c'est aussi une question qui est extrêmement importante, c'est-à-dire est-ce que la propriété immobilière peut déraper comme elle le fait dans la région Île-de-France. Voilà. Donc ça, c'est des questions de fond, et il est clair que pour la société, il y a quand même quelque chose qui ne convient pas d'avoir… les jeunes, par exemple, ne peuvent pas se loger, je veux dire, c'est clair. Bon, voilà. Et compte tenu de la difficulté à obtenir un logement social, parce que le logement social, c'est quoi? C'est la possibilité d'avoir des loyers qui soient contrôlés. Voilà, c'est ça la question. C'est quand même un des grands avantages. Bon, voilà. Et donc, la propriété qui permet d'avoir des loyers aussi élevés, on peut se poser la question si tout ça est raisonnable. D'accord, merci Monsieur Maréchal. Donc voilà, la réponse peut-être à cette personne qui a peut-être eu une expérience malheureuse. Donc il y a des formules juridiques aujourd'hui qui permettent effectivement d'avoir au propriétaire une garantie de paiement de loyer, je répète ce que a dit Monsieur Maréchal, y compris lorsqu'il loue à des personnes, à des familles en difficulté. Hein. Donc les formules Solibail, retenez bien cette formule Solibail, par exemple, certains d'entre vous, si vous ne connaissez pas bien cette problématique du logement, intéressez-vous à cette proposition Solibail qui offre vraiment beaucoup de garanties d'équilibre, d'accès au logement pour les plus précaires et en même temps de garanties pour le propriétaire. Hein. Voilà, Solibail, retenez bien ce mot. J'ai également d'autres questions. Peut-être, monsieur Constantin, vous pourriez nous dire un mot, puisque vous connaissez très très bien tout ce sujet. Il y a des questions sur ces formules un peu innovantes en matière d'accès au logement de personnes en situation plus précaire. La formule mal connue
encore peut-être des pensions de famille. Est-ce que vous pouvez dire en une minute de quoi il s'agit, en quoi c'est innovant et en quoi c'est aussi porteur d'avenir? Cette nouvelle formule, peut-être ancienne, mais remis au goût du jour, des pensions de famille. Merci. C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas grand-chose d'innovant, c'est très ancien, mais c'est très maintenant remis au goût du jour. En fait, les pensions de famille, ce sont des lieux où vous allez avoir… Alors, nous, on est plutôt sur on aime des lieux où il y a 20-25 places, pardon, c'est un peu économiquement compliqué, donc on est beaucoup sur des pensions de famille quand même au-delà de 25 places, entre 25 et 30 places. Donc pour des personnes généralement isolées qui ont eu des parcours de vie un peu chaotiques avec des parcours de rue, et ça permet donc d'avoir dans un même bâtiment, chacun a son studio ou son 2 pièces, mais c'est généralement des studios avec un espace kitchenette et naturellement c'est sanitaire. Et puis, ce qui est important dans cette pension de famille, c'est qu'il y a des espaces de vie collectifs. Donc, généralement, vous allez avoir une cuisine, vous allez avoir un séjour, et puis vous allez avoir ce qu'on appelle des hôtes, donc des personnes salariées qui sont là pour faire vivre ce lieu et faire du lien entre les personnes et faire du lien entre les personnes qui vivent dans la pension de famille et l'extérieur, que ce soit le quartier, la commune. Donc, vous avez aujourd'hui… alors c'est un modèle aujourd'hui et qui permet pour les communes de remplir aussi leurs obligations au titre de la loi SRU. Donc je reviens sur le premier sujet. Donc ces pensions de famille sont gérées alors soit par des bailleurs, mais souvent par des associations. Voilà, donc c'est dans des lieux aujourd'hui qui se développent. La seule attention qu'on porte, 2 attentions sur ce projet social autour de la pension de famille. Il ne s'agit pas de construire un immeuble et puis de mettre les personnes sans penser avant quel projet social on veut et quelle est l'âme qu'on veut donner à cette pension de famille. Et deuxième attention à porter, c'est que la pension de famille n'est pas l'alpha et l'oméga de tous les problèmes des personnes, notamment vieillissantes, puisqu'on le voit, nous, dans les contacts ou dans les relations qu'on peut avoir avec les services sociaux ou avec les administrations. Dès qu'une personne atteint un certain âge, on dit « Ah tiens, résidence pour personnes âgées ou pension de famille ». Non, les pensions de famille sont bien pour un public particulier qui a eu un parcours chaotique, parcours de rue et qui a besoin de se poser, et il n'y a pas naturellement de durée dans les pensions de famille. La personne peut rester jusqu'à la fin ou elle part quand elle le souhaite. Voilà. Quentin. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cet exposé des 4 propositions de nos 2 intervenants. Nous allons retrouver dans la deuxième partie, tout à l'heure après la pause, M. Maréchal pour des propositions plus locales, au plus près du terrain. Donc là, on était vraiment sur des thématiques plus nationales qu'on veut pousser. Donc on va laisser là M. Constantin, qu'on remercie pour ses propositions et sa grande compétence sur ces sujets. On va vous laisser retourner à vos activités de ce samedi. Merci. Maintenant, donc, vous allez pour 3/4 d'heure environ… Excusez-moi, il y avait quelqu'un qui arrivait, ça me perturbe. Voilà. Donc, nous allons donner la parole à M. Fornier tout de suite. Je vais vous le présenter. C'est quelqu'un qui est engagé dans l'association Habitat et Humanisme, encore en région parisienne, dans le 92, dans le secteur de Sceaux, Fontenay-aux-Roses, Châtenay-Malabry. Donc, il a vraiment une expérience locale de terrain. Et on a donc souhaité qu'il nous parle de ce qu'il fait dans son association, dans la section locale de l'association Habitat et Humanisme, que vous connaissez au moins de réputation. Voilà ce qu'il fait, voilà quels sont les besoins qu'il y a dans son association locale et peut-être également dans d'autres secteurs de France où vous pourriez vous rapprocher d'une association comme la sienne ou bien d'un réseau inféodé attaché à Habitat et Humanisme. Voilà, donc je fais apparaître, si vous voulez, Michel Fornier à l'antenne, responsable de l'antenne Habitat Humanisme de Fontenay, Sceaux, Châtenay. Voilà, j'espère qu'on peut voir maintenant Michel à l'écran. Je vais lui donner un tout petit peu plus de 5 minutes à lui parce que ce sera vraiment le moment essentiel au cours duquel il va parler. Et je voudrais qu'il puisse bien vous dire où sont les besoins au niveau local d'engagement. Et donc, à partir de son expérience de terrain à lui. Donc, Michel, bienvenue sur notre réseau. Vous avez suivi toute la matinée de ce matin. Dites-nous un peu ce que vous faites vous-même dans votre association Habitat et Humanisme du Sud des Hauts-de-Seine. Quels sont vos besoins
et en quoi des personnes parmi nos participants pourraient s'engager ou auprès de vous ou bien dans d'autres sections locales de Habitat et Humanisme. C'est à vous, Michel, vous pouvez prendre la parole. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien, merci. Absolument. Bon, alors vous ne vous trompez pas, ça n'est pas Annie Fournier, c'est un problème d'ordinateur. J'ai été obligé de changer mon ordinateur, mais c'est bien Michel Fournier que vous avez à l'écran. Bien, Habitat Humanisme, comme vous l'avez dit, est une fédération nationale d'associations dont l'objectif est de favoriser l'insertion par le logement des personnes les plus démunies. Je suis comme dans les Hauts-de-Seine, dans le sud des Hauts-de-Seine, c'est-à-dire c'est un département que l'on peut qualifier de riche, et être pauvre dans un département riche, c'est vraiment pas une sinécure. Il faut bien voir que dans nos villes, les villes que vous avez citées, Sceaux, Fontenay-aux-Roses, le taux de pauvreté de 10%, et comme le disait Véronique Fayet hier, le taux de pauvreté, ça correspond à 1 000 € pour une personne. Vivre avec 1 000 € dans le sud des Hauts-de-Seine, c'est vraiment pas une sinécure, je vous l'affirme. Donc, nous accueillons, les familles que nous accueillons n'ont évidemment pas les ressources nécessaires pour pouvoir intégrer un logement privé, et intégrer un logement social, c'est quand même très, très long. À titre d'exemple, pour Paris, on estime un délai anormal après 10 ans. Vous imaginez ce que ça peut être comme période pour attendre un logement social pendant 10 ans. Dans les Hauts-de-Seine, c'est plus court, mais c'est quand même 4 ans. De plus, ces familles peuvent avoir aussi perdu leurs repères sociaux, car il n'est pas rare de les rencontrer après plusieurs années dans des hôtels, le 115 qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une famille, un couple avec 2 enfants par exemple, vit plusieurs années dans une chambre d'hôtel. C'est vraiment très difficile. Et en plus, on les promène d'une commune à une autre, il faut changer d'école, il faut changer de... C'est difficile de conserver ses propres repères, si vous voulez. Donc, lorsque les familles nous arrivent, nous les logeons dans des quartiers équilibrés, c'est-à-dire des quartiers relativement avec des personnes plus ou moins aisées, et en fait, il faut qu'elles s'intègrent dans un milieu normal. Donc, on les accompagne pendant une période de 3 ans afin de leur redonner confiance en elles, parce qu'elles ont vraiment toutes perdu la confiance en elles. Pour mener son action, Habitat Humanisme a besoin de beaucoup de compétences variées, mais son point fort, c'est avant tout l'accompagnement. Chaque famille est suivie par un bénévole qui n'a qu'une seule famille à s'occuper et dont l'objectif est de recréer un lien social. Alors, merci, Monsieur Fournier. Donc, dites-nous un peu, qu'est-ce que ça veut dire accompagner une famille? Qu'est-ce que vous faites lorsque vous accompagnez une famille à Habitat Humanisme? Alors, je vais vous dire par la négative ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il ne faut surtout pas faire à la place de la famille. On ne fait pas à la place d'une personne, parce qu'on n'y apprend rien en faisant ça. L'objectif, en fait, l'accompagneur, c'est un peu un formateur. Donc, en fait, il ne faut pas assister la personne, mais bien plus être avec, sans décider à sa place. C'est ça le fondement, si vous voulez. C'est le respect de l'autre en reconnaissant son aptitude à concevoir lui-même son projet de ville. Ça, c'est une valeur fondamentale d'Habitat Humanisme. On respecte les personnes que nous accompagnons. Le point de départ, c'est la présentation du logement. Le logement est le point fondamental. On présente le logement à la famille par notre agence immobilière. C'est une agence immobilière à vocation sociale. Ça n'est pas Foncia ou autre chose, si vous voulez. C'est une agence immobilière spécifique à Habitat Humanisme Île-de-France. Donc, on fait un état des lieux d'entrée. Ça suppose que l'accompagnant explique ce qui se passe parce que la plupart des gens n'ont jamais été locataires, ils n'ont jamais été dans des rapports je dirais, de propriétaires à occupants de locaux. Donc, il faut leur expliquer. Tout ça, ça commence par là. C'est le premier contact entre la famille et l'accompagnant. C'est aussi le premier moment où on détermine les premiers besoins. Alors, qu'est-ce que va faire ensuite le bénévole, l'accompagnateur? Qu'est-ce qu'il va faire comme tâche au plus près de la famille dont il a le suivi? Comme je vous le disais, le premier moment fort, c'est l'installation dans le logement. Lorsqu'une famille vient du 115, il faut bien voir que la famille n'a que ce qu'elle a sur le dos. Ils ont vécu dans une chambre d'hôtel, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de mobilier. La plupart du temps, ils ont un minimum de vêtements. Ils n'ont absolument pas, je dirais, de
de quoi vivre, de la vaisselle, de quoi faire une gazinière, ce que vous voulez. Tous les objets quotidiens, ils ne les ont pas. Donc, il faut les leur trouver. Et là, nous avons de la chance dans notre région du sud des Hauts-de-Seine. Nous avons beaucoup d'associations partenaires sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Ce sont des partenariats interassociatifs qui sont vraiment très, très utiles. Par exemple, nous participons à des collectes alimentaires. En retour, nous pouvons aller chercher des repas. Nous avons accès à des vestiaires. Un vestiaire, nous alimentons le vestiaire avec des gens qui ont perdu un proche, qui sont contents de voir les objets de ce proche faire avoir une nouvelle vie. Nous allons les rechercher. Donc, nous allons chercher des lits, des matelas pour installer la famille, mais vraiment concrètement chez elle. Et ça, c'est vraiment le premier niveau. Ensuite, il faut faire les inscriptions, toutes les démarches administratives se font avec l'aide du bénévole. C'est-à-dire, je prends comme exemple l'inscription à l'école. Nous avons eu, par exemple, un petit exemple, une inscription à une école, la carte scolaire emmenait l'enfant d'une manière assez loin du domicile. La mère, avec 2 petits-enfants en plus, devait accompagner cet enfant assez loin. Donc, il a fallu faire une démarche auprès de la mairie pour la mettre dans une école beaucoup plus proche de son domicile. Voilà le genre d'exemple. Ensuite, les intégrations dans les inscriptions crèches, des choses comme ça. D'une manière plus générale, il faut aider la famille à connaître son quartier, car la plupart viennent d'une autre ville, donc ils ne connaissent pas. Et habiter Sceaux, ce n'est pas facile pour quelqu'un qui vient je ne sais pas, de Montreuil ou de ce que vous voulez imaginer. C'est quand même une ville particulière. Ce sont des villes, je dirais, aisées. S'intégrer dans des villes aisées pour des gens pauvres, des familles pauvres, ça suppose d'être vraiment accompagné, si vous voulez. Donc, on rappelle qu'il faut avoir des bonnes relations de voisinage, c'est très important parce que ce n'est pas toujours évident. On aime bien chanter à 2 heures du matin, mais ça ne fait pas forcément plaisir aux voisins. Il faut essayer de temporiser, si vous voulez, tout ça, expliquer. C'est vraiment une période de formation pour moi. L'accompagnateur est un formateur. Bon, ça se traduit évidemment par établir une relation. Et cette relation se souvenir par des visites. Et ça se fait des contacts réguliers, des SMS, des coups de téléphone, mais beaucoup de visites durant toute la durée de la mission. Évidemment, le démarrage est toujours un peu plus serré, comme je vous ai dit avec les objets du quotidien. Il faut vraiment faire beaucoup de choses au démarrage. Et ensuite, du fil du temps, c'est en fonction des problèmes. Un dégât des eaux, il faut aller voir pour rassurer les voisins, pour mettre en place. Vous avez quand même beaucoup de gens qui ont des difficultés pour trouver un plombier, pour expliquer un truc tout bête. Vous avez un digicode, mais si le digicode, s'il n'est pas branché à votre téléphone à l'intérieur de l'appartement, faut aller voir le syndic. Tout ça, c'est pas évident, je dirais. D'accord. Voilà un petit peu mais en fait, chaque bénévole invente sa relation de confiance avec la vie. On n'a pas de modèle type de bénévolat, si vous voulez. On n'a pas donc, en fait, ça se crée en fonction de l'expérience de chacun et aussi de la demande de la famille, évidemment. On ne va pas imposer des choses. Cette relation se construit avec beaucoup d'échanges. Merci, M. Fournier. Donc, donc voilà, pour tous ceux qui nous voient et nous écoutent, voilà, on est dans vraiment le concret, là, on touche le cambouis, je dirais. Vous voyez, par exemple, à quoi vous pourriez être utile là où vous vous trouvez éventuellement dans cet accompagnement d'une famille. Je voudrais encore quand même demander à M. Fournier, parce que certains de nos participants vont peut-être se dire je ne me sens pas forcément compétent pour faire ça, est-ce que je vais être livré à moi-même? Non, au sein de Habitat et Humanisme, par exemple, vous avez vous-même un accompagnement. Vous n'êtes pas, en tant que bénévole, livré à vous-même, tout seul. Monsieur Fournier, peut-être expliquez-nous donc les personnes qui entourent le bénévole, en quelque sorte. Alors, tout d'abord, le bénévole reçoit une formation. C'est le point de départ. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas quelqu'un accompagner une famille sans lui avoir expliqué ce qu'il y a à faire. C'est un petit peu le b.a.-ba, je dirais. On a des séances de formation pour expliquer ce que c'est que le mouvement social, ce que c'est que le logement social, ce que c'est, comment on peut envisager un accompagnement. Ce n'est pas évident, c'est quelque chose qui se construit. Ça c'est le premier niveau, on a des formations. Deuxième niveau, on a à côté le bénévole, chaque bénévole a un travailleur social qui s'occupe de la famille. Habitat Humanisme a des travailleurs sociaux qui sont salariés de l'association et qui se chargent de l'aspect administratif, c'est-à-dire les titres de séjour à renouveler, les demandes d'aide APL, les aides financières, la construction d'un dossier d'ALO, c'est quelque chose de difficile. Pour un bénévole, on ne peut pas lui demander de connaître tout le droit administratif, c'est un peu beaucoup. Donc on a
un travailleur social qui s'occupe de la famille avec le bénévole. Et c'est la liaison entre les deux qui permet, je dirais, d'avancer de manière efficace. D'autre part, les réunions mensuelles, on fait des réunions mensuelles entre les différents bénévoles d'une même ville, en gros une vingtaine si vous voulez, chaque mois, on partage nos difficultés, on partage nos réussites. C'est vraiment très, très fondamental ce travail d'équipe. Alors, je mets équipe au pluriel, hein. On a vu tout à l'heure qu'il y avait le travailleur social, il y avait les associations, il y a les autres bénévoles de la ville qui accompagnent, je dirais, le bénévole. Merci, Monsieur Fournier. Donc, vous voyez, on est vraiment dans le concret, là. C'est très intéressant. Peut-être pour finir cette première prise de parole, vous pourrez revenir un peu plus tard lors du moment des questions, Monsieur Fournier. Mais vous travaillez vous-même en tant que militant à Habitat Humanisme. Vous êtes appelé à travailler avec d'autres organismes aussi, peut-être pour d'autres types d'interventions auprès des familles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, il est clair, évidemment, qu'on ne sait pas tout. C'est difficile d'avoir la science omnipotente. Donc, en fait, on travaille avec beaucoup d'associations localement. Les unes s'occupent d'alphabétisation. On a pas mal de familles dont le français est très, très approximatif, pour ne pas dire inexistant. Donc, en fait, comment voulez-vous trouver un travail? Comment voulez-vous vous intégrer si vous ne parlez pas la langue? Donc, en fait, ça, c'est un premier passage, je dirais, qui est très sensible pour nos bénévoles. Deuxième aspect, nous avons beaucoup d'enfants dans nos familles qui ont besoin d'un soutien scolaire. Donc, nous travaillons aussi avec des associations qui proposent ces actions d'une manière efficace. Nous n'allons pas recréer un soutien scolaire. Nous n'avons pas trouvé utile de recréer un soutien scolaire. On préfère se consacrer à l'accompagnement de la famille. D'autre part, nous avons aussi, je dirais, ces familles ont besoin une notion qui leur échappe totalement, c'est la notion de vacances. Et comme tout le monde, ces gens-là ont besoin de repos de temps en temps. Nous essayons d'organiser des vacances pour nos familles et nous travaillons avec des associations qui leur permettent de trouver une semaine de temps en temps dans l'année pour pouvoir vivre des vacances ensemble. Parce que un témoignage que j'ai eu, moi, qui m'a vraiment frappé, c'est à la fin d'un séjour de vacances que j'avais organisé, une maman qui me dit « mais c'est la première fois que je vois mes enfants en vacances. Je les ai toujours fait partir en vacances, je ne les avais jamais vus en vacances. » Ben, franchement, ça valorise le mouvement. C'est ce que l'on peut faire, si vous voulez. Voilà. D'autre part, nous organisons des moments je dirais, des moments culturels. C'est un bien grand mot, ça peut aller ou bien des salles de spectacle dans le quartier, à la piscine à Fontenay-Rose, dans l'Astifo. On a organisé l'année dernière une visite avec Stéphane Bern du château de Versailles en privé. Les gens avaient les yeux qui étaient écarquillés comme pas possible, ils n'en revenaient pas et c'était vraiment très, très émouvant de voir ces gens complètement illuminés par la journée qu'ils ont pu faire. Nous travaillons également depuis peu avec une association qui assiste, mais à côté de Pôle emploi, les personnes pour une recherche d'emploi. Se présenter, savoir mettre en évidence les points forts, c'est pas évident pour tout le monde. Donc, on travaille avec une association dans ce cadre. Merci, Monsieur Fournier. Très intéressant, vraiment, votre témoignage. Merci beaucoup. J'espère que ça donne des idées à certains de nos participants aujourd'hui. Donc, c'était notre première proposition, je dirais, d'ordre associatif et local. Entrer dans une association. Là, c'est le cas de Habitat Humanisme, ça peut être également une autre association. Vous voyez, donc, on vous attend, il y a des choses à faire et vous pourrez avoir le sentiment d'être utile. On va maintenant revenir avec Monsieur Maréchal, que vous avez déjà eu ce matin, qui va, lui, nous faire une autre proposition d'ordre local. Il va nous dire... Il est aussi possible, pour ceux qui ne veulent pas forcément entrer dans une association comme Habitat Humanisme ou qui sont attirés par d'autres choses, il est aussi, par exemple, possible d'entrer dans une structure d'accueil pour mal logés. Il y a des centres d'accueil de nuit, il y a des centres pour migrants, il y a des foyers de jeunes travailleurs, il y a des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Il y a plein de formes comme ça de structures d'accueil pour des personnes en situation fragile. Et m'a expliqué à plusieurs reprises, M. Maréchal, lorsqu'on préparait cette matinée, il y a des besoins. Certains de ces lieux d'accueil ronronnent un peu, ils ont besoin de sang neuf, ils ont besoin toujours de renouvellement, de personnes dynamiques pour relancer la machine. Donc, c'est aussi une forme d'engagement pour vous possible d'entrer dans une de ces structures d'accueil pour mal logés. Là, je laisse la parole à M. Maréchal pour qu'il nous dise
comment c'est possible et pourquoi faire. Rebonjour. Alors l'idée est très simple, c'est que vous avez certainement près de chez vous une association ou un centre d'hébergement. Alors les centres d'hébergement, ce sont des associations. Alors il y a de grosses associations, comme par exemple Aurore. Bon là, ce sont des grosses, j'allais dire, machines. Donc c'est peut-être un peu compliqué de trouver sa place. Mais il y a beaucoup de petites associations qui s'occupe de ces questions d'hébergement au sens large, tout ce que j'ai un peu expliqué ce matin rapidement. Et moi, ma proposition, c'est que vous alliez les voir, et comme ce sont des associations, ben, ça veut dire qu'on peut être membre d'une association. Par exemple, vous avez un foyer de jeunes travailleurs à côté de chez vous, ben, vous pouvez taper à la porte et dire, ben, écoutez, ça m'intéresse d'être membre de l'association. Donc, vous payez une cotisation qui est souvent modique, parce que bon, c'est pas ça c'est pas le nerf de la guerre, les cotisations pour ces associations, ce sont des ressources par ailleurs. Et ça vous permet déjà de recevoir, soit ils ont par exemple des lettres d'information, puis ils ont des assemblées générales. Et donc l'assemblée générale permet de faire chaque fois le bilan de l'année. Ben, ça vous permet déjà de connaître ce que fait l'association et de pouvoir en parler. Et puis, vous pouvez également rencontrer les responsables et dire, ben, moi, ça m'intéresserait comme bénévole de faire quelque chose. Qu'est-ce que vous avez comme proposition? Voilà, donc ça, c'est déjà une première forme d'implication. Mais vous voyez que entre être membre d'une association et assister aux assemblées générales, bon, ça permet déjà, en quelque sorte, de se familiariser avec les problématiques de ces familles. Et puis, ce n'est pas un engagement très, très lourd, je reconnaîtrai. Alors ensuite, bon, vous pouvez proposer d'être bénévole parce qu'il y a toujours des besoins de bénévoles pour accompagner les gens, pour participer à des fêtes, pour organiser des événements, enfin, que sais-je, il y a beaucoup de choses qui peuvent exister. Et puis alors, il y a un troisième niveau qui est éventuellement de participer au conseil d'administration. Alors les conseils d'administration, c'est quelque chose d'important parce que c'est là où en quelque sorte se définissent les projets de l'association. Quand j'ai dit tout à l'heure que en Île-de-France, il se crée tous les ans 10 000 places d'hébergement, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y a un appel d'offres, un appel à projet qui est lancé par l'État, qui dit, voilà, je vais construire par exemple des pensions de famille, je vais développer des foyers de jeunes travailleurs, je vais, etc. Mais concrètement, il faut qu'il y ait des gens qui fassent les projets. Et ces projets, ce n'est pas les directeurs de ces associations qui ont déjà un travail considérable, ils vont y participer bien sûr, mais c'est quand même, en gros, ce sont les conseils d'administration qui montent ces projets. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une équipe dynamique capable de monter un projet. Alors monter un projet, bon, c'est un travail de long terme, ça veut dire qu'il faut repérer des opportunités, il faut négocier avec la mairie, il faut trouver des financements, enfin, etc., etc. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des membres d'un conseil d'administration qui soient en bonne forme pour affronter toutes ces questions-là. Ça, c'est un travail qui est fait en équipe et c'est extrêmement important. S'il y a des appels à projets qui sont lancés et qu'il n'y a personne qui répond, eh bien, ça veut dire que ces places d'hébergement qu'on veut construire ne seront pas construites. Voilà, tout simplement. Voilà. Et donc, je pense que là, il y a de l'activité pour des bénévoles pour s'impliquer pour le développement de ces formes d'hébergement. Voilà ma proposition en 2 mots. Merci. Merci, Monsieur Maréchal. Voilà, donc là, on a vu 2 propositions d'ordre associatif, ou bien entrer dans une association, et on a vu avec Monsieur Fornier très en détail ce que vous pourriez faire, ou bien entrer dans une structure d'accueil, et on a vu avec Monsieur Maréchal également donc ce qu'il est possible de faire. Maintenant, on va aborder avec Monsieur Maréchal une autre forme d'engagement possible pour vous. Si, par exemple, vous êtes déjà engagé dans d'autres associations, vous ne voulez pas adhérer à une nouvelle, etc., il y a aussi une implication personnelle que vous pouvez avoir sans entrer forcément dans une structure trop établie. Et donc là, vous aurez, je dirais, plus un rôle d'éveil. Il s'agit peut-être simplement d'être en éveil dans votre propre voisinage, de parler au SDF cet hiver qui est au coin de votre rue, savoir s'il est bien pris en charge. C'est au cours d'une réunion d'amitié un samedi soir avec des bons camarades autour d'une bonne bouteille chez soi, évoquer le problème du mal logement.
avoir donc ce rôle de prise de conscience en quelque sorte. Il y a plein de suggestions comme ça dans un rôle d'éveil, de sensibilisation à ces problèmes du mal logement qu'on a un petit peu énuméré avec M. Maréchal. Donc je lui propose de nous donner quelques idées concrètes comme ça. Qu'est-ce que je peux faire si je ne suis pas dans une association, mais malgré tout, après cette matinée, j'ai envie de me bouger un petit peu pour éveiller mon entourage à ce problème grave du mal logement en France. Donc de nouveau, pour vous, la parole, M. Maréchal. Merci. Alors, il y a plein de choses possibles en réalité. Bon, d'abord, il faut rappeler quand même des choses assez simples. C'est l'épargne solidaire. Parce que pour développer tous ces logements qui sont des logements intermédiaires, par exemple, bah, il faut souvent avoir des financements. Habitat Humanisme a créé, c'est un peu une originalité d'Habitat Humanisme, a créé il y a 35 ans ou 30 ans une foncière Habitat Humanisme. Donc, en quelque sorte, vous mettez votre épargne dans cette foncière et cette foncière permet de financer, de construire des logements sociaux. Il y avait une question, j'ai vu dans le chat sur le financement des logements sociaux. Eh bien, le financement des logements sociaux, c'est avec, il faut des fonds propres. Et puis, il y a aussi la caisse des dépôts. Vous savez, votre livret d'épargne sert à financer des logements sociaux. Voilà. Et puis, il y a des subventions de l'État, des subventions des collectivités locales, etc. Et plus il y a de fonds propres, plus on peut faire des logements sociaux à bas loyer. C'est ce qu'a expliqué Eric Constantin tout à l'heure. Donc, une première chose, c'est l'épargne solidaire. Alors, il y a Habitat Humanisme, mais maintenant, pratiquement les grandes associations ont des foncières. Les CNL, Solidarité Nouvelle pour le Logement, a une foncière. Le Secours catholique a une foncière, etc. Voilà, des foncières qui se sont développées pour que les gens puissent aider à financer ces types de logements. L'autre solution, si vous avez un appartement vide ou en location, c'est d'être propriétaire solidaire. On a parlé du Solibail tout à l'heure. Ben voilà une formule pour exprimer sa solidarité. Alors après, il peut y avoir des choses très, très ponctuelles et très concrètes. C'est de vous interroger quand vous voyez, essayez de comprendre. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans la rue, hein, visiblement c'est quelqu'un qui est sans domicile, essayez de vous demander quel soutien il va trouver dans votre ville ou dans votre quartier. Ça, c'est un exercice intéressant de savoir au fond comment il vit, comment il fonctionne. Alors, vous pouvez également lui demander où est-ce qu'il dort concrètement. C'est un peu compliqué, mais enfin, il y a cette possibilité. Mais également, où est-ce qu'il peut aller manger? Est-ce que près de lui, il y a un restaurant du cœur? Où est-ce qu'il peut se laver? Etc., etc. Il y a, je signale, parce qu'il y a quand même des choses assez étonnantes, il y a des jeunes qui ont créé une association qui s'appelle Solinam. Et cette association a créé un Soliguide. Et ce Soliguide permet très facilement, dans votre quartier ou dans votre ville, de repérer toutes les ressources qu'il y a et qui sont tenues à jour, les ressources pour les personnes qui sont dans la rue principalement. Voilà, donc c'est s'interroger, c'est de dire, mais bigre, est-ce que chez moi, il y a suffisamment de choses ou pas? C'est quand même, je vais dire, déjà cette interrogation, voilà, permet de savoir comment nos villes sont capables d'accueillir, d'aider quand même des personnes qui sont en très grande difficulté. Voilà une proposition. Alors, il y en a d'autres qui est se renseigner, hein, s'informer. Alors, j'indique, je pense que beaucoup de gens doivent le connaître, mais tous les ans, la Fondation Abbé Pierre présente le rapport annuel. Cette année, la Fondation Abbé Pierre présentait son 25e rapport annuel. Donc, tous les ans, la Fondation Abbé Pierre, ça se passe à la fin du mois de janvier. Pour ceux qui n'y sont jamais allés, je vous conseille d'y aller parce que c'est extrêmement riche et important. Voilà, c'est déjà connaître un peu ce qui se passe. Et maintenant, la Fondation Abbé Pierre organise également des réunions de ce genre dans chaque région. Voilà, donc c'est s'informer. Et puis, il y a des choses très, très concrètes. Exemple, voilà. Maintenant, tous les ans, dans un certain nombre de villes de France, j'ai un voisin qui met une perceuse. C'est la vie. Alors,
une seconde, monsieur. Je vais reprendre l'antenne une seconde, monsieur Maréchal, parce qu'effectivement, on ne va pas imposer le bruit de la perceuse de votre voisin à tout le monde, mais vous allez reprendre la parole tout à l'heure. Parmi les propos, je prolonge absolument à votre propos, parce qu'on a quand même préparé, vous et moi, et avec les autres intervenants, cette matinée. Donc, on avait parlé aussi, par exemple, vous avez la possibilité d'organiser une conférence. Hein, monsieur Maréchal a participé souvent comme ça, comme expert intervenant à des conférences. Organiser une conférence chez vous, dans votre commune, sur la thématique du logement pour éveiller des gens à ce problème, des gens qui vont peut-être pouvoir se mettre en route. Donc, on parlait de participer à la journée annuelle de la Fondation Abbé Pierre à la fin du mois de janvier, très bien. Organiser une conférence à proximité de chez vous, ça peut être aussi également une bonne idée. Sur Internet, vous allez aussi trouver, moi j'ai été voir, énormément de choses. Sur le dispositif Solibuy dont on a beaucoup parlé. Il y a aussi un Soliguide, S-O-L-I-G-U-I-D-E. Tapez le simple mot Soliguide. Vous allez trouver plein de choses là aussi qui pourront éventuellement vous mettre en route. Et puis, je dirais dans le rôle d'éveil que vous pouvez avoir aussi, vous savez très bien que dans votre entourage, l'idée reçue parfois, c'est de faire l'identité entre logements sociaux et problèmes sociaux. Voilà, donc on n'a pas forcément envie, une partie de l'opinion, d'avoir trop de familles en situation précaire autour de soi. Comment faire là aussi pour déconstruire un petit peu ces idées reçues, ces clichés? Donc voilà, ce rôle d'éveil est également extrêmement important. Et peut-être je vais rendre la parole maintenant à monsieur Maréchal s'il le veut, mais monsieur Fournier peut aussi intervenir s'il le veut. Il y a une chose qu'on n'a pas dite pour l'instant qui pourrait tomber sous le sens. Est-ce que la première chose à faire, c'est de ne pas regarder si moi-même, dans mon coin de banlieue ou en province, je n'ai pas une grande maison, des enfants partis, une studette disponible au rez-de-chaussée ou au sous-sol, ou un abri de fond de jardin que je peux aménager? Est-ce que l'idée, éventuellement, moi-même, de loger une personne en situation précaire chez moi dans mon propre domicile, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on a besoin d'être plutôt accompagné? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être, monsieur Maréchal, autour de cette idée concrète d'accueil chez soi de personnes en situation de précarité? Alors, effectivement, des personnes, je veux dire, fortement émues par une situation, peuvent avoir, se dire, bah, j'ai une chambre ou j'ai, comme vous dites, un cabanon au fond de jardin pour accueillir quelqu'un. Bon, j'allais dire, il faut, bon, c'est un geste bien peut-être instinctif, mais je veux dire, c'est quand même plus compliqué que ça. Et c'est vrai que, par exemple, j'ai connu des gens qui, voyant, étant informés de, par exemple, quelqu'un qui n'avait pas, qui avait pas ses papiers, hein, parce que c'est souvent une situation qui arrive, se dire qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que personne qui est à la rue, une jeune femme par exemple, bon, c'est quand même un vrai problème, donc qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai connu effectivement des personnes qui se sont mises en réseau, hein, pour l'accueillir, chacun à tour de rôle, 2 ou 3 mois, voilà, d'abord pour que ce soit un peu moins lourd, et puis pour lui permettre petit à petit de trouver une situation un peu plus stable. La recommandation quand même qu'on fait, c'est toujours de le faire, si on peut quand même, dans le cadre d'une association. Parce que, je veux dire, la question c'est toujours comment les choses vont évoluer, comment on trouve des solutions pour ces personnes, parce que c'est des solutions provisoires, mais il faut quand même avoir des réseaux pour apporter des solutions. Et j'ai interrogé, comme Monsieur le Priol disait, est-ce que je peux accueillir un SDF au fond de mon jardin? J'ai interrogé un ami qui était SDF. Il m'a dit, oh là là, surtout pas. C'est lui qui le disait, hein. Surtout pas. Alors, il a quand même un peu nuancé, parce qu'il m'a dit, après, il ne partira pas. C'est formidable pour lui, donc il ne partira pas, ça va être très compliqué. Par contre, il m'a dit, bon, mais si c'est quelqu'un qui est en relation avec des travailleurs sociaux, qu'il a des pistes en vue, pour lui donner un coup de main, c'est possible. Donc voilà un peu le type de réponse qu'on peut apporter. Mais quand même, d'une manière générale, le fait de se lancer dans quelque chose de ce genre, il vaut mieux le faire toujours dans le cadre d'une association. Juste un tout petit peu point que je vais rajouter, vous avez dit, bon, organiser des réunions d'information sur ces questions-là, par exemple dans mon quartier. Alors, c'est vrai, et très souvent, il y a quelqu'un qui se lève qui dit « Ah, moi, j'ai une solution ».
Et très souvent, hein, vous avez des gens qui disent « moi, je suis prêt à faire quelque chose ». Alors, il faut toujours que vous ayez en poche, si vous voulez dire, un peu la solution. Et la solution, c'est de le mettre en relation avec une association qui sait faire. Parce que Michel Fournier a dit le point fort d'Habitat Humanisme, c'est l'accompagnement. Mais aussi un autre point fort, c'est savoir gérer les logements qui sont mobilisés. Parce que ça non plus, c'est pas ça. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Monsieur Maréchal. On va peut-être revenir à Monsieur Fournier. Si vous permettez, je voudrais compléter simplement ce que vous dites, Pierre Maréchal. Je suis tout à fait d'accord avec le fait, je dirais, de pouvoir sortir du logement où on est. Et en fait, je voulais simplement ajouter que les conventions que l'on passait avec les locataires ne sont pas des baux 369 classiques, ce sont des conventions d'occupation temporaire d'un an renouvelable, ce qui est tout à fait différent comme état d'esprit. C'est-à-dire ça se renouvelle automatiquement, bien entendu, mais on a quand même des butoirs si tout se passe mal, si vous voulez. C'est quand même très, très important. Je voudrais aussi revenir un tout petit point sur le Solibail. On a parlé de l'avantage pour le propriétaire du Solibail qui est absolument formidable. Il faut voir aussi que c'est très intéressant pour le locataire. En fait, son loyer est déterminé par ses revenus, 25% de ses revenus, qu'ils soient à la baisse ou à la hausse. Donc, en fait, c'est tout à fait important de savoir qu'il doit consacrer une somme qui est un pourcentage de revenus et non pas un loyer qui augmente ou dont on ne maîtrise pas l'évolution, si vous voulez. Voilà ce que je voulais préciser tout simplement. Peut-être, Monsieur Fournier, vous pourriez également nous partager un ou deux témoignages que vous aviez, n'est-ce pas, que vous... Oui, ben, le premier témoignage concerne également le logement, si vous voulez. Nous avions dans notre environnement de commune l'école centrale. Nous avions un propriétaire qui était un propriétaire classique qui louait son logement à des étudiants depuis des années. L'école centrale étant partie sur le plateau d'Orsay, s'est trouvé fort démuni. Donc, en fait, il a pensé à nous donner son logement, à nous confier, plutôt que donner son logement à gérer. Et en fait, nous avons fait les calculs avec lui. C'est tout à fait équivalent de rentrer dans un Solibail ou de le louer à ses étudiants antérieurs. Donc, c'est simplement pour illustrer le fait que le propriétaire peut s'y retrouver fiscalement avec l'avantage fiscal. Je peux aussi vous dire un petit témoignage qui a été établi pour vous donner une illustration concrète d'un cas, si vous avez 2 minutes à m'accorder. Absolument, M. Fournier, c'est votre temps de parole, absolument. Merci beaucoup. Nous avons accueilli une famille qu'on appellera la famille B. La famille B était constituée de monsieur et madame, qui avaient une trentaine d'années, 35 ans exactement, avec une fille de 4 ans et un petit bébé d'1 mois. Cette famille est arrivée après 3 ans de galère dans le 115. 3 ans de galère, vous imaginez. Monsieur était ingénieur agronome dans son pays. C'était donc quelqu'un qui avait un vrai métier, qu'il savait faire. Et en fait, il n'a jamais retrouvé d'emploi dans sa compétence. Le bénévole et le travailleur social l'ont convaincu de repartir vraiment. Et en fait, c'est lui qui a décidé de suivre une formation d'aide-soignant. Donc, vous voyez, c'est vraiment un monde totalement à part. Il s'est accroché. En 1 an, il a obtenu son diplôme. Il a été embauché immédiatement par l'hôpital Marie-Lannelongue, qui est tout à fait à côté de chez nous. Il a choisi d'avoir des horaires de nuit pour avoir un meilleur salaire et pouvoir continuer à s'occuper de ses petits-enfants. Donc, c'est vraiment des gens absolument extraordinaires qu'on rencontre. Hein, je veux dire, abandonner son métier, se choisir une carrière qui n'est quand même pas très facile, c'est vrai. Et en plus, rajouter de la difficulté sur les horaires, voilà. Vous voyez, on a fait une demande de DALO en commun avec le travailleur social. Évidemment, il avait changé de département, donc le dossier a été perdu. Enfin, on a tout vécu avec eux. Hein. Ça a été vraiment un vrai festival. Et finalement, ils ont fini par obtenir un logement DALO dans lequel ils se sont installés. Je voudrais simplement ajouter 2 phrases qu'on a entendues. La première, c'est à l'entrée. Le petit garçon qui avait 4 ans à ce moment-là a dit « On est rentré dans cet appartement, pour moi, c'est le paradis. Pour la première fois de ma vie, on ne va pas vivre tous dans la même pièce. » Voilà le témoignage réel d'un enfant, avec les yeux d'un enfant. Et à la sortie, le père nous a dit « Le travailleur social et l'accompagnant, c'est vraiment formidable, ils sont tout à fait complémentaires. C'est comme le café et le sucre. »
Voilà les témoignages que je peux vous apporter. Merci, M. Fournier. On voit à votre visage que votre engagement à Habitat Humanisme vous habite et vous rend heureux, finalement. Vous avez le sentiment d'une… C'est tout à fait ça. Vous avez parfaitement raison. Je suis heureux de faire ça. Je dirais, pour moi, c'est un peu la foi par les actes, si vous voulez, dans notre système. Et c'est vraiment valorisant pour soi. Voilà, donc j'espère que ça va mettre le goût du sel sur la langue de certains d'entre vous, n'est-ce pas? Et l'envie également peut-être, là où vous habitez, de vous engager sur ce thème du mal logement. Donc on était là, on a parlé donc en détail de l'association Habitat Humanisme, hein, vous savez, donc fondée par le père de Vert, le prêtre et donc promoteur immobilier de la région lyonnaise, hein, vous connaissez ça. Donc là on est vraiment dans un fond de culture et d'appartenance chrétienne, je dirais, dans les fondements d'Habitat Humanisme. Je vous donne peut-être également quelques autres associations possibles, hein, qu'elles soient proches de l'Église ou complètement dissociées. Bien sûr, la Fondation Abbé Pierre, hein, ce matin, on en a parlé en détail avec M. Constantin, Habitat Humanisme. Le Secours catholique s'occupe également du problème de logement. Emmaüs Habitat, n'oubliez pas Emmaüs Habitat, également impliqué. ATD Carmonde a également des engagements en matière de logement. Solidarité Nouvelle pour le logement, c'est aussi quelque chose, un organisme auprès duquel vous pouvez vous engager éventuellement. L'association DALO est également possible. Je ne sais pas, Monsieur Maréchal ou Monsieur Fournier, si vous avez encore d'autres noms qui vous viennent comme ça à l'esprit, mais en tout cas, le panel est large. Non, effectivement, l'association DALO, alors, c'est une chose effectivement en termes d'engagement, parce que, et là je voudrais un peu élargir un peu l'implication qu'on a pour la cause du mal logement. Vous savez, le DALO, c'est le droit au logement qui a été créé en 2007 et qui permet de labelliser, enfin, quelque sorte de repérer les personnes qui sont prioritaires pour être logées dans un logement social. Ça veut dire qu'il faut monter des dossiers DALO, et ça, c'est également aussi une fonction des bénévoles qui est de monter des dossiers DALO, les familles qui sont en grande difficulté, qui sont en grande difficulté, il y a des permanences, c'est un peu ce dont a parlé Éric Constantin ce matin, et il faut monter des dossiers DALO. Mais il n'y a pas que ça. De plus en plus, l'administration demande aux associations d'être présentes dans un certain nombre d'instances. Je vais prendre un exemple. Concernant les DALO, il y a les commissions, les commissions d'intermédiaire. Attendez, je cherche le nom. Les commissions de médiation. Non, c'est pas ça. Enfin bon, peu importe. Tous les mois, la COMED se réunit au niveau des départements pour instruire les dossiers DALO, c'est-à-dire les gens qui ont déposé un dossier droit au logement opposable, et il faut qu'ils soient reconnus prioritaires. Donc, c'est des commissions composées d'élus locaux, d'administratifs et des associations. Et bien là, il faut qu'il y ait des membres des associations qui y participent. Et c'est une réunion par mois, ils y vont à tour de rôle, mais ça veut dire d'être compétent sur qui a le droit à un DALO ou pas. Et des fois, c'est un peu la bagarre parce qu'il y a un certain nombre de gens qui disent « celui-là, il n'y a pas droit ». Et il faut être capable de pouvoir le défendre son dossier. Il y a également d'autres instances qu'on voit apparaître. Par exemple, il y a depuis peu de temps une commission interdépartementale pour le logement qui définissent les règles d'attribution des logements sociaux au niveau des territoires. Bon, ben là également, on demande aux associations d'avoir des représentants pour contribuer à l'élaboration des règles d'attribution des logements sociaux. Plus récemment, on a vu apparaître dans la région parisienne des commissions SRU, dans lesquelles le préfet convoque les maires qui n'ont pas atteint leurs objectifs de construction de logements sociaux. Et dans ces commissions, il demande également aux associations d'être présentes. Vous voyez que là, ça veut dire qu'il faut que les associations, les gens qui s'impliquent sur la cause du mal logement, soient capables d'intervenir dans ces commissions pour faire avancer les choses. Bon, ça demande effectivement de bien connaître comment ça fonctionne. On a dit que c'était des sujets complexes, mais c'est également une fonction qu'on nous demande de plus en plus pour faire avancer la cause du mal logement. S'il n'y a pas des gens pour dire il y a des gens mal logés, tout le monde oubliera, personne n'en parlera. Voilà, c'est pour ça que moi, par exemple, je me suis impliqué dans la création d'un observatoire
pour pouvoir, avec par exemple les élus locaux, leur rappeler qu'il y a un certain nombre de gens, combien il y en a qui sont en difficulté. Des fois, ils tombent des nues. Je veux dire, ils découvrent un certain nombre de choses, parce qu'en général, on n'en parle pas beaucoup. Voilà, donc il y a toute une fonction qui est d'intervenir auprès des institutions pour faire avancer la cause du mal-logement. Bon, Éric Constantin, que vous avez vu ce matin, intervient au niveau de la région très activement, parce que les associations sont consultées ou associées à un certain nombre de choses. Et il faut qu'il y ait la voix des mal logés qui soient portés directement auprès des instances. Alors, Fondation Abbé Pierre joue un rôle très important dans ce domaine. Merci, Monsieur Maréchal. Parmi les questions, là, on a encore 10 minutes, si vous voulez, entre nous, avant qu'on aille, que vous retrouviez les nouveaux visages dont vous avez fait la connaissance tout à l'heure en petits groupes. Hein. Donc, on a encore 10 minutes. Donc, vous pouvez poser des questions sur le chat si vous le voulez. Il est encore temps. On les reçoit ici en direct. Je vois une question là qui peut être posée à l'un ou l'autre d'entre vous, Monsieur Fournier ou Monsieur Maréchal, mais peut-être Monsieur Fournier en priorité parce qu'il a un peu moins parlé. Si jamais il a des choses à dire là-dessus, je lis la question. Parmi les associations, il ne faut pas oublier les associations qui font de la domiciliation. Est-ce que, Monsieur Fournier, vous avez des choses à dire là-dessus? Les associations qui font de la domiciliation. Je n'ai pas de connaissances particulières dans le domaine, parce que les domiciliations, pour nous, elles se font dans les CCAS des communes. D'accord. Et Monsieur Maréchal, vous auriez quelque chose à rajouter là-dessus? Oui, alors, effectivement, il y a une obligation légale des CCAS de faire de la domiciliation. La réalité, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a des communes, disons, qui sont plutôt tièdes concernant la domiciliation. Donc, il s'est créé des associations. Il y a des associations qui sont labellisées, d'ailleurs, par l'État, et qui font de la domiciliation. Pour justement, alors, parfois, c'est en sous-traitance du CCAS, ça c'est officiel, donc là, de ce côté-là, c'est clair. Mais d'autres fois, c'est parce qu'il y a un peu une carence des communes pour domicilier les familles. Parce que domicilier les familles, c'est en quelque sorte prendre, disons, un peu un engagement par rapport à la famille. Ça veut dire que déjà, bon, il y a des choses très, très simples, c'est recevoir les courriers et avoir une adresse. Ça, c'est la première manière pour exister, c'est d'avoir une adresse. Mais ça veut dire d'une certaine manière, s'il y a des enfants, ben, il faut les scolariser, etc. Enfin voilà. Bon, donc, voilà. Donc, il y a des associations qui font la domiciliation. Alors, ce qu'on peut regretter, c'est que cette domiciliation, c'est souvent une domiciliation purement administrative. C'est-à-dire, vous avez une adresse, on prend votre courrier et on vous le donne. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y ait pas des travailleurs sociaux pour accueillir ces personnes, pour voir où ils en sont du point de vue de leurs droits, et également leur donner un certain nombre de conseils. Parce que là, les gens qui font la domiciliation, en général, pas ni le temps d'ailleurs, ni les capacités de voir où en sont les personnes du point de vue de leurs droits et même leur donner un certain nombre de conseils pour les orienter. Alors peut-être encore une question sur la domiciliation, Monsieur Maréchal. On en avait parlé entre nous déjà. Je donnerai la parole à Monsieur Fournier après peut-être. Hein. Est-ce que c'est pertinent pour un particulier, vous et moi, éventuellement de proposer à quelqu'un qu'on sait en précarité près de chez nous, qui n'a pas de logement, de lui dire, écoutez, faites suivre votre courrier administratif à mon adresse, vous serez sûr de pouvoir y accéder. Au moins, donc, ça serait une forme d'engagement minimum. Donner mon adresse, en quelque sorte, à une personne sans domicile pour qu'elle puisse être contactée par courrier. Est-ce que c'est pertinent ou est-ce qu'il y a d'autres structures suffisantes pour assurer ce rôle de domiciliation? Moi, à mon avis, enfin, je ne sais pas ce que ça implique. J'allais dire pourquoi pas, mais ça permet de garder un lien. Écoutez, là, je ne sais pas. Bon, de toute façon, enfin, je veux dire, la domiciliation est un droit. Donc, alors il peut y avoir des CCAS le prévoit dans les communes, c'est ça? Hein? Oui, c'est un droit. Alors évidemment, les droits ne sont pas toujours exercés ou mal exercés, parce que la domiciliation, il faut prouver qu'on ait un lien. C'est toute la question du lien. Il faut prouver qu'on ait un lien. Or, quand on est sans domicile, le lien est plutôt ténu, donc il faut prouver qu'on ait un lien. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des associations qui font de la domiciliation, parce qu'elles sont moins, je vais dire, la notion de lien pour elles est moins importante. C'est le fait que quelqu'un n'ait pas d'adresse, pas de domiciliation. Voilà. Alors que les communes s'attachent à la question du lien. Quel lien vous avez?
Alors, évidemment, je ne sais pas s'il y a des inconvénients à proposer à quelqu'un de domicilier chez soi. Je ne peux pas vous répondre, mais je peux vous dire qu'en principe, il vaut mieux dire à la personne, vous devez être domicilié, l'accompagner au CCAS pour comprendre pourquoi elle n'est pas domiciliée. Et si le CCAS ne veut pas, pour des prétextes divers, à ce moment-là, trouver, alors ça, il y a des listes d'associations qui, sur un territoire donné, accueillent, domicilient les personnes. Très bien, Monsieur Maréchal. Monsieur Fournier, donc je vous rends la parole. Vous vouliez dire quelque chose, je crois. Hein? Tout simplement pour dire que ne connaissant pas les conséquences de cette domiciliation pour une personne privée, je ne me permettrai pas de lui conseiller de faire ça, si vous voulez. Je ne maîtrise pas non plus, pas plus que Pierre Maréchal, les conséquences de cet acte. Parce qu'il faut bien voir qu'il y a des engagements qui sont pris. Quels sont-ils? Je ne sais pas. D'accord. Peut-être, Monsieur Fournier, il y a une question qui a été posée aussi après votre intervention. Lorsque vous avez dit que les bénévoles d'Habitat Humanisme au plan local ne sont pas livrés à eux-mêmes, qu'ils sont eux-mêmes, les accompagnants de familles sont eux-mêmes accompagnés en quelque sorte, et que donc vous avez des travailleurs sociaux qui ne sont pas des travailleurs sociaux d'État, mais des travailleurs sociaux de votre association. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus? Et notamment une question que j'ai vue apparaître là, combien de familles par travailleur social au sein de Habitat Humanisme, par exemple? Alors, je peux vous parler de ce que je connais, c'est-à-dire de mon antenne. C'est ce qu'on appelle, le terme officiel, c'est l'antenne des Hauts-de-Bièvre. Pour être plus précis, dans l'antenne des Hauts-de-Bièvre, il y a donc quatre groupes, dont je m'occupe d'un d'entre eux. Et dans les 4 groupes, nous avons un travailleur social pour 25 familles. Voilà concrètement ce que ça veut dire. On ne sont pas comme, je dirais, les assistantes sociales de mairie qui sont submergées. Là, on a des travailleurs sociaux qui peuvent rencontrer les familles, qui les rencontrent effectivement une fois par mois, qui participent aux réunions de synthèse que l'on fait mensuellement, qui apportent leur savoir-faire, qui nous apprennent les choses. Voilà un petit peu le rôle que l'on peut attribuer, je dirais, à nos travailleurs sociaux, qui sont une pierre fondamentale dans notre organisation. Voilà, 1 pour 25, c'est notre critère ici. Après, Pierre, tu connais peut-être d'autres sources, mais voilà localement ce que l'on rencontre. On arrive à la fin de notre entretien. Je voudrais que chacun de vous, l'un après l'autre, par exemple M. Maréchal, et on terminerait par M. Fournier, nous disiez librement quelque chose que vous avez sur le cœur, enfin quelque chose qui n'a pas été dit et auquel vous tenez, qui serait un peu le propos conclusif de cette plénière, avant qu'on aille, que vous vous retrouviez en petits groupes. Donc peut-être M. Maréchal d'abord, est-ce que vous avez encore quelque chose d'un peu fort à dire en 1 minute? Voilà. Ben, ce que je voudrais dire, c'est que malheureusement, la cause du mal logement est une cause, je ne vais pas dire silencieuse, mais franchement, ce n'est pas un domaine de préoccupation principal. D'ailleurs, il faudra regarder dans les différents groupes d'aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que ce soit le groupe où il y ait le plus de personnes. On a fait une expérience, enfin une expérience. Il y a eu les élections municipales cette année. Et il se trouve que, aussi bien au titre d'Habitat Humanisme que de l'Observatoire, je participe à un collectif au niveau du département d'une grande partie des associations de solidarité. Et nous avons décidé d'interpeller les candidats aux élections municipales sur les questions du mal logement. Je peux vous dire que ce n'était pas en tête de liste de leurs préoccupations. Voilà. Et donc, voilà, il faut en parler. On est quand même dans des situations très difficiles. Il y a beaucoup de gens qui vivent des situations difficiles. Hein. Vous voyez, pour accéder à un logement social, c'est très compliqué. La construction de logements sociaux, il n'y en a pas assez. Les niveaux des logements sont trop élevés. Donc, c'est une cause très importante. Mais bon, ce n'est pas vraiment une priorité qu'on voit. Merci, monsieur Maréchal. Je vous confirme effectivement, sur les 8 ateliers que nous sommes quand même très nombreux, hein, nous avons plus d'une centaine de personnes sur notre atelier, mais c'est vrai que d'autres ateliers ont attiré plus de membres de nos semaines sociales. Donc, c'est peut-être un indicateur qui confirme ce que vous venez de dire, c'est que le problème du mal logement n'est pas forcément considéré dans notre champ de vision comme la priorité des priorités. On espère précisément que notre matinée aura permis de faire prendre conscience à ceux qui sont là que c'est quelque chose à mettre en haut de la pile et non pas en dessous. Peut-être, Monsieur Fournier, une dernière chose que vous avez sur le cœur pour conclure ce moment commun de l'atelier avant qu'on retourne de nouveau en petits groupes. Ce que je pourrais dire tout simplement, c'est toutes ces familles qui sont chez nous ont besoin de nous, soyons clairs.
c'est vraiment un appel que je lance. Nous avons dans notre antenne 80 logements, nous avons 60 bénévoles. Au niveau de l'Île-de-France, nous avons 900 logements, nous avons 600 bénévoles. Donc, nous avons besoin, mais ce n'est pas nous qui avons besoin, ce sont les familles qui ont besoin de vous. Répondez-leur. Merci. Voilà. Bon, je pense que votre appel sera entendu. Je donne la parole maintenant à ma voisine, à Manon, pour qu'elle vous explique un tout petit peu de nouveau, de façon très simple, comment vous allez vous retrouver pour une bonne demi-heure en petits groupes d'affinité, comme tout à l'heure, pour échanger sur ces propositions que nous avons formulées. Manon, c'est à vous. Merci. Cet atelier, Manon et moi, nous sommes sereins et heureux. On a l'impression qu'on a été utile. On a eu l'impression que vous étiez réactifs. On a vu parfois vos visages. On a lu vos réactions. C'était une matinée de mise en route, d'éveil à une problématique que certains d'entre vous ne connaissaient peut-être pas ou mal. Aussi une matinée qui se voulait de mise en route vers des perspectives d'engagement au plan local sur cette thématique du logement. Si vous vous sentez attiré vers ces domaines. Voilà. Merci à chacun d'entre vous. J'ai remercié aussi en votre nom nos 3 intervenants. Je crois que M. Fornier, je le vois, il est encore en ligne. On le remercie aussi très fort pour sa contribution vraiment très explicite sur ce qu'il fait, lui, dans le secteur de Sceaux, Fontenay, Châtenay-Malabry, qui est d'ailleurs aussi le secteur où je vis moi-même. Et donc, merci M. Fornier. J'ai remercié également M. Constantin, M. Maréchal pour tout ce qu'on a appris grâce à eux ce matin. Vous savez que notre journée de samedi se termine avec cette matinée. Il n'y a rien prévu cet après-midi, mais vous savez que vous retrouvez nos réunions plénières demain matin dimanche à partir de 9 h. On va commencer par un fil théologique, je crois, demain matin à 9 h. Donc voilà, allez à vos occupations, à vos devoirs familiaux, associatifs cet après-midi, mais revenez-nous sans faute demain matin à partir de 9 h en plénière pour la poursuite de nos réflexions sur cette société en voie d'éclatement et qu'il s'agit donc de reconstruire ensemble